Aujourd'hui, dans Mille et une vies, nos deux invités nous parleront de l'accident qui a changé leur vie, faisant d'elles des femmes d'exception. Il y a cette phrase du médecin qui me dit « je remarcherai jamais ». Je refuse totalement. J'ai été éjectée à plusieurs mètres de la moto de mon frère et j'ai eu la jambe arrachée. À 27 ans, Céline était une femme accomplie et heureuse. C'est lors de vacances au soleil que sa vie bascule. Un ami m'a proposé une sortie en jet ski. Et au lieu de retomber dans le creux de la vague, on tape la crête de la vague. Et là, une vive douleur au niveau du dos et dans les pieds. J'avais une fracture de la colonne vertébrale. Du jour au lendemain, Céline se retrouve paralysée. Mais grâce à son mental d'acier, elle contredira tous les pronostics des médecins. J'ai besoin de repousser mes limites. Enfin, j'ai sauté en parachute, je l'aurais jamais fait avant, j'en suis certaine. Ma vie maintenant, c'est une chance. Three little birds sat on my window, and they told me I don't need to worry. Summer came like cinnamon, so sweet. Little girls double dutch on the concrete. Maybe sometimes we gotta. Bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous rencontrer. C'est vrai que l'une et l'autre, vous avez été frappées par un accident de la vie. Vous avez quelque chose à transmettre. On va voir de quoi il s'agit dans ce programme. Céline, dans votre histoire, vous avez fait du jet ski pour la première fois de votre vie le Tout à jour fait. où vous avez eu cet accident. Tout à fait. Et c'est un accident qui a produit quoi, en fait? Le changement de ma vie. Mhm. Quand je suis arrivée à l'hôpital, le verdict a été lourd, vu que j'avais une fracture de la colonne vertébrale. Et Il y a un médecin qui fait un pronostic. que je remarcherai jamais. Aujourd'hui, vous marchez. Tout à fait. Donc on verra si ça vous a motivé, ça vous a stimulé pour le faire mentir. Bien sûr. Avec nous, Pascal, vous êtes psychologue, et c'est vrai que j'ai la sensation que Mathilde et Céline, finalement, ont traversé des épreuves, sans doute celles qui nous font le plus peur. L'accident de la vie qui va tout changer, et ce genre d'épreuve nous révèle. Ah oui, il faut évidemment. Il y a une page à tourner, mais en même temps, elle ne se tourne pas tout de suite loin de là. Et puis cette page, une fois qu'elle est tournée, il faut ouvrir un autre livre, des fois encore plus beau que le premier, pourquoi pas. Vous diriez ça, Mathilde? Oui, il y a l'avant et il y a l'après. Et j'adore la vie que je mène à l'heure actuelle. Alors, on va parler de l'avant. En fait, votre frère doit partir de la maison en scooter. Oui. Et votre petit frère doit l'accompagner. En fait, au départ, c'est lui qui voulait accompagner mon grand frère. Il était trop tard, donc il pouvait pas. Donc j'ai demandé pour y aller. Et puis, sur le chemin du retour, c'est là qu'il y a un accident. Et ce qui est fou, c'est que ce que vous venez de dire là, à l'instant, sur les circonstances juste avant, c'est ce qu'on vous a raconté. Oui, je me souviens de rien du tout. Ça, vous vous souvenez ni de l'accident, ni de ce qui s'est passé? Je me souviens pas de l'accident, ni d'être partie de chez moi. J'ai oublié des choses des jours qui précédaient l'accident. Donc, voilà. Parce qu'en Je fait, voulais pas le comprendre. après l'accident, donc maintenant on va reconstituer avec ce qu'on vous a raconté, vous êtes dans le coma, vous êtes dans un coma artificiel. Oui, c'est ça. On m'a plongée dans le coma directement sur le bord de la route. J'ai fait plusieurs arrêts cardiaques parce que ça n'allait pas du tout. 4 semaines de coma. Oui, 4 semaines et demie. On m'a réveillée 2 fois et ça n'allait pas du tout. Mon état chutait, donc chaque fois on me replongeait dans le coma. Mhm. Donc l'accident, c'est quoi? C'est quelqu'un qui était en état d'ébriété. C'est ça, oui. Qui Il vous a était perdu. ivre, il a fait un délit de fuite. Heureusement, on l'a retrouvé. Mais oui, c'est ça. C'est la faute face à l'alcool au volant. Donc le chauffeur, lui, a été retrouvé et condamné. Oui. Mais dans votre situation, donc encore une fois, avec la reconstitution de vos propres souvenirs et de ceux de vos proches, vous êtes à l'hôpital et les premiers souvenirs, ça commence quand finalement? C'est Où j'essaye de sortir de mon lit d'hôpital pour faire je sais pas quoi. Quand on m'a réveillée une fois du coma, apparemment, j'ai dit à ma maman, je dis viens, on s'en va. Elle m'a dit mais enfin Mathilde, t'as plein de machines autour de toi. Et je lui ai dit c'est pas grave, je m'en occuperai. Mais je m'en souviens pas. C'est des choses qu'on m'a expliquées. Voilà, j'ai pas de souvenir. ni le souvenir de quelqu'un, c'est-à-dire soit vos parents, soit le milieu médical qui vous dit voilà, on a dû vous amputer. À la fin je sais pas exactement à quelle période. Je me souviens, je me réveille après une opération et j'ai un chirurgienne à côté de moi. Je dis, mais enfin, est-ce qu'il me manque une jambe? Et là, elle m'a dit, oui, on t'a amputé, il y a déjà un moment. Mais Et à ce moment-là, il se passe quoi dans votre tête? rien. Ça, je réalise toujours pas, je pense. Donc ce sont des mots que vous entendez. Que j'entendais, mais que je ne... Voilà. Mais comment on Pas de explique ça? sens. Ouais, il y a un déni qui est d'ailleurs
Normal et puis même presque souhaitable en fin de compte, parce que C'est-à-dire ça protège la personne qui ne peut pas faire face à tout comme ça d'un seul coup, et donc par étapes. Et le fait d'être d'abord dans le déni permet de souffler, de récupérer des forces par ailleurs, et puis psychiquement, petit à petit, on va élaborer. Il y a des phases comme pour un deuil. Mhm. Donc c'est comme si vous aviez remis à plus tard, en tout cas de manière inconsciente. Vous vous rappelez du jour, ou de la compréhension même de ça finalement? J'ai pas réalisé en fait directement en sortant du coma. Et plusieurs jours après ou plusieurs semaines, je ne sais pas exactement, je suis descendue en séance d'ergothérapie. Et là, il y a un petit garçon qui a fait une remarque à sa maman en disant « Maman, regarde, il lui manque une jambe. Et là, pour la première fois, vous entendez et vous réalisez. » Oui, mais j'ai pas un choc non plus. Parce qu'au fond, je pense que je le savais. Est-ce qu'il y a des questions qui arrivent tout de suite? Non. Elles arrivent dans les jours qui suivent, je pense. J'ai quand même beaucoup pleuré parce que je faisais de la danse avant. Je savais que c'était terminé. Donc j'avais envie de refaire du sport. Mais quel sport? Il fallait que je fasse un sport adapté. Et surtout la peur de l'autre. La peur de ne plus aimer, d'être aimé surtout. Vous avez 15 ans à ce moment-là. J'ai 15 ans à ce moment-là. Donc c'est en pleine adolescence, c'est compliqué en fait. D'avoir l'image, le schéma corporel qui est brisé. Il faut accepter ça, et puis il faut accepter tout ce qui suit aussi. Et j'ai ma mère qui me dit, écoute, si tu pleures, c'est sûr que les gens vont pas venir vers toi. Et voilà, c'est un peu des électrochocs qui font que j'arrête de pleurer et j'avance. Et je souris, et puis voilà. Céline, donc il y a eu un avant, un après, cet accident de scooter. La Céline d'avant, alors c'est une Céline qui fait beaucoup de sport. Tout à fait. Là, on vous voit courir le marathon. Semi-marathon, oui. Je faisais de la Semi-marathon. course à pied, beaucoup de course à pied. J'adorais le sport. Alors, juste avant cet accident, vous êtes qui? Vous êtes intégré dans la vie professionnelle, vous êtes secrétaire de direction? Tout à fait. Je suis secrétaire de direction, je suis mariée. Je vis une vie normale Et hyper active. et hyper active. Voilà, entre le sport, j'ai également créé une association de sécurité routière. Avant l'accident? Avant l'accident, tout à fait. La fille d'une de mes amies qui est décédée dans un accident de la route, qui fait 5 morts. Donc je me suis lancée dans ce combat. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important aussi la prévention et ça rejoint ton accident, une personne alcoolisée. C'est justement pour éviter tout ça. Donc c'est sûr qu'entre ma vie familiale, le travail, le sport et l'association, j'ai une vie très chargée, mais c'est une vie qui me convient, une vie qui me plaît. Alors, on va voir effectivement ce que ça a changé, cet accident. L'accident, les circonstances, on est où? Dans le sud de la France? Tout à fait. J'envisageais. Donc je me suis séparée peu de temps avant mon accident. Et j'envisageais, donc j'habitais en Picardie, j'envisageais de partir vivre dans le sud et j'avais un entretien professionnel le lundi. Et j'ai décidé de partir un peu plus tôt. J'ai des amis qui habitent dans le sud pour profiter de mon week-end. Et donc un ami m'a proposé une sortie en jet ski. À ce moment-là, vous êtes seul sur le jet ski? Non, je suis derrière, en fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vois pas l'accident arriver. La mer est calme, il fait beau. Je suis assez fatiguée. J'ai fait une opération sécurité routière 2 jours avant en boîte de nuit. Donc les opérations SAM où on reste jusqu'à la fermeture de la boîte pour contrôler les gens au niveau alcoolémie. Et je prends l'avion, j'arrive sur Marseille, je profite un peu de ma mère. Enfin voilà, tout va très vite, beaucoup d'activités, très peu de repos. Et une longue sortie en jet ski avec un corps un peu fatigué, je pense. Le jet ski, c'est un peu comme le cheval, on se lève, on s'assoit, on se lève, on s'assoit. Et en fait, on prend la vague et au lieu de retomber dans le creux de la vague, on tape la crête de la vague suivante. Sauf que je suis assise, que je vois pas ce passage en fait. J'ai vraiment la tête collée au conducteur. Et en fait, un crack. Vous entendez? J'entends. J'entends le crack et je sens mon corps en fait basculer sur l'avant. J'ai la chance de ne pas tomber du jet ski en fait. Je tombe. En fait, le conducteur se décale un petit peu sur la droite avec le choc et le haut de mon corps tombe sur sa jambe gauche. Donc j'arrive à me maintenir à lui en fait avec la main gauche qui tient le bord du jet ski. Là, vous êtes toujours consciente? Je reste consciente tout le long en fait. Et là, une vive douleur au niveau du dos et dans les pieds, en fait. La première douleur que j'ai, c'est vraiment au niveau des pieds. Une sensation de brûlure, comme si on me piquait avec des aiguilles. Et la première réaction que j'ai, en fait, c'est de me pincer et je sens plus rien. C'est votre premier réflexe? Premier réflexe. Je
Je me suis pincée à 100, j'ai toujours la trace aujourd'hui juste au-dessus du genou. La trace de l'endroit où vous vous étiez pincé. Oui, c'est ça. Tellement je me suis pincée fort pour dire c'est pas possible, je rêve, je pense que c'est pour voir vraiment si j'ai plus cette sensibilité et pour voir si je suis pas dans un mauvais rêve. Et vous êtes secouru en pleine mer. Donc on appelle les secours. Et Comment on appelle les secours quand on est en mer? alors, le téléphone portable est obligatoire sur le jet ski. Donc j'appelle moi-même d'ailleurs. On est vraiment au milieu, je vois rien autour, donc ils prennent la décision d'appeler un hélico. Donc je serai élitroyée. Et là, vous êtes toujours consciente, vous vous rappelez de tout. Tout, vraiment tout. Cette peur latente, c'est très très long. Qu'est-ce que vous vous dites? J'ai peur, déjà. Peur des conséquences. J'ai peur des conséquences. Parce qu'à ce moment-là, le scénario catastrophe dans votre tête, c'est quoi? C'est que je ne remarcherai plus. Vous y pensez toute seule, Oui, en fait. bien sûr. Oui, oui. Et là, on est dans l'attente d'un verdict. Soit d'être rassurée et de se dire, bah non, quelque chose est coincé. Parce que j'y pense, je me dis, c'est peut-être juste coincé et peut-être une manipulation ou quelque chose de chirurgical va m'aider à sortir. Et ce soir, je serai au barbecue comme prévu. Et puis, je pense qu'au plus profond de moi-même, je sens que c'est pas ça. Enfin, je saigne au niveau de la jambe et j'ai rien senti et je sens encore rien. Puis il y a ce crack. Enfin, ce crack me dit que quelque chose a été cassé. Mhm. Donc vous arrivez à l'hôpital. Là, vous avez quelles images? C'est flou. En fait, j'ai eu beaucoup de produits injectés pour la douleur. Et là encore, on attend le verdict. Enfin, tout va très vite, mais tout paraît très long. Vous avez le réflexe de vous pincer. Est-ce que là, autour de vous, le monde médical va avoir ce genre de réflexe? Alors, eux vont utiliser une aiguille. Ce sont d'ailleurs les premiers tests qui sont faits. Ils passent une aiguille du doigt de pied jusqu'en haut pour voir s'il y a une sensibilité, si quelque chose passe, si je sens quelque chose. Et à quel niveau, en fait, je n'ai plus justement cette sensibilité. Et alors, le verdict vient à quel moment? Bien plus tard, parce que là, on est toujours à l'extérieur, vraiment à la sortie de l'hélico. Et je suis transférée dans une salle, puis après, il sera décidé donc de m'envoyer passer une IRM. Donc, et c'est l'IRM qui va dire ce que vous avez? C'est l'IRM qui va déceler, mais je ne vais pas l'apprendre tout de suite en sortant, en fait. C'est vraiment le chirurgien, quand il va entrer, qui va me l'apprendre. Il va vous dire quoi? En fait, il va me dire que j'ai eu un écrasement de la première lombaire à 50% et que cet écrasement a comprimé la moelle épinière, que dans un sens, je suis chanceuse parce que j'ai pas eu de section de moelle épinière. Et il vous dit ces mots-là? Oui, oui. Et qu'en fait, il faut faire vite. Plus vite on décomprimera la moelle épinière, plus j'aurai de chances éventuellement de récupérer. Donc il y a une opération? Il y a une opération qui va durer 8 heures. Qui consiste à attacher la vertèbre du dessus et d'en dessous avec des plaques et des vis. Rappelez votre état d'esprit au moment, juste avant l'opération. Enfin, j'ai peur, ça c'est certain. Je suis quand même quelqu'un d'assez indépendante et là, je me dis que dans cette situation, je vais être dépendante de tout le monde. Enfin, c'est quand même particulier comme état d'esprit. Après, on a beaucoup de médicaments quand même qui nous mettent dans un état un peu second. Sauf que quand il y a cette aiguille, rien ne bouge. Est-ce que vous sentez quelque chose? Rien. Aucune sensibilité. Il y a une peur encore plus importante au moment où le chirurgien dit relâchement sphinctérien. Alors là, mais qu'est-ce que c'est? Et en fait, le chirurgien me demande si j'ai senti... je venais de faire pipi et je n'avais rien senti. Et là, c'est encore pire parce que je me dis, j'ai plus mes jambes, mais je n'ai plus cette sensibilité aussi. Donc, ça va encore plus loin. Et donc, au moment du réveil, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en quel état d'esprit? Parce qu'au fond, vous êtes dans le sud de la France. C'est ça, 1000 km de chez moi, loin de tout le monde. J'avais pas eu la possibilité de prévenir mes proches avant l'opération, donc... C'est que vous avez affronté tout ça de manière consciente et seule. C'est compliqué, mais dans un sens, je pense que c'est rassurant. Pourquoi? On n'inquiète personne. Enfin, on est à 1000 km quand même. Et je pense que... Je vous interromps parce que je vois que Pascal, la psychologue, sourit. Pourquoi? C'est l'idée qu'elle va penser à la souffrance des autres? Elle pense aux autres. Vous voyez, c'est incroyable. Hein. Elle ne veut inquiéter personne. Et donc, du coup, est-ce que le chirurgien se prononce après l'opération? Oui,
Le chirurgien, je sors du bloc, il est à peu près 11 heures. Je retourne en chambre vers minuit et là, le chirurgien me passe et me dit qu'il est satisfait de l'opération. Il a réussi à nettoyer comme il voulait, tout s'est bien passé malgré une perte de sang, une baisse de température. Enfin voilà, il y a eu quelques petites complications pendant l'opération, mais pour lui, la finalité est positive. Mais qu'est-ce que ça veut dire au fond? C'est encourageant. Après, Le fait que lui soit satisfait de l'opération, ouais. c'est encourageant. Ce sont des mots encourageants. Ça ne dit pas ce qui va se passer. Ah non. En fait, il se prononce pas. Il me dit qu'avant 3 jours, il peut annoncer aucun pronostic. Donc, on pense à quoi? Alors, tout à l'heure, Mathilde disait on pense à la vie sentimentale. Est-ce que ça vous traverse l'esprit? Moi, c'est plus la dépendance, en fait. C'est le regard des gens aussi. Parce que la différence fait peur. Et À ce moment-là, c'est le regard des gens que vous supposez. oui. Vous le sentez déjà? Alors que j'ai pu le voir au travers mes interventions sécurité routière. J'ai eu l'occasion d'intervenir avec des personnes handicapées. Même au niveau familial, je pourrais le voir dans les semaines qui suivront. On a envie de comprendre, de savoir ce qu'il y a au plus profond de moi-même, parce que je ne vais pas le sortir si facilement que ça. Et puis, mais on n'ose pas. Et puis, quel mot utiliser? C'est une situation qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas. Et donc, Mathilde, si on se replace dans cette période-là, encore une fois, parce que vous savez ce qui s'est passé depuis, mais à ce moment-là, puisqu'on a dit un avant, un après, vous avez 15 ans, et donc c'est le même genre d'interrogation? C'est-à-dire, on pense à la souffrance des autres, on pense à... Moi, j'avais pas à ce moment-là, je me tracassais pas par rapport au fait d'être à poids pour les autres. J'étais jeune, donc j'étais quand même encore dépendante, on va dire. Mais c'était vraiment par rapport au regard des gens. C'est ce que les gens allaient m'accepter comme j'étais. Donc la peur d'être rejeté. Ouais. Parce que là, c'est la peur d'être dépendant, et là, c'est la peur d'être rejeté. Ouais. Et on va voir l'entourage, en fait. Votre maman a une attitude très particulière, parce qu'elle est cash. Ouais. Et vous vous rappelez de ses premières réflexions? Elle vous parle d'une prothèse. Oui. Donc pour dédramatiser un peu, le truc, elle me disait que j'allais avoir des prothèses de marque. Et j'avais les yeux qui pétillaient à 15 ans, on aime bien les marques, etc. Et voilà. C'était pas possible, mais c'était pour dédramatiser vraiment là tout de suite. Il fallait que je positive, que j'arrive à voir les choses correctement. Pascal, on va voir ce qui s'est passé vraiment, puisqu'on est au moment, j'ai envie de dire, où vous êtes dans la situation la pire. C'est-à-dire que finalement, vous êtes frappé par quelque chose de terrible, de tragique. Il y a un avant, un après. C'est l'inconnu, finalement. Et on voit tout ce qui nous traverse l'esprit. Et donc, c'est le moment le pire. Je ne sais pas si c'est vraiment le moment le pire, en fin de compte, parce que dans l'action, il y a tellement de choses qui se bousculent que peut-être qu'au fond, le pire, c'est quand ça se calme et qu'il faut accepter certaines choses et puis commencer à bouger et à faire autre chose, à faire autrement avec ce nouveau corps. Je pense que là, ça doit être très, très difficile. Mais par exemple, Mathilde, au moment où l'enfant lui fait cette remarque, en fin de compte, d'une chose qu'elle savait déjà, à ce moment-là, elle accepte de savoir ce qu'elle savait déjà. Et on dit la vérité sort de la bouche des enfants. Peut-être que le fait que ce soit un enfant qui dise cette phrase, c'est moins pesant. C'est plus léger parce que c'est un enfant. Alors, c'est pour ça peut-être qu'elle le reçoit plus facilement aussi. Et puis, par contre, lorsque Céline est dans cette inquiétude pour ses proches, etc., je crois que c'est aussi une façon d'avoir le contrôle. Et puis, le fait de conserver ce contrôle, même à travers l'inquiétude qu'on a pour ses proches, ça veut dire que, bon, on est encore là, quoi. Et on va faire quelque chose. Même d'ailleurs, quand elle se concentre. à la suite de la remarque de cet enfant, vous intégrez, vous comprenez que vous avez été amputé, et c'est là où vous allez découvrir des douleurs fantômes. Oui. Qui n'existaient pas avant. Voilà. Donc il y a un jour, j'étais dans mon lit d'hôpital et je dis à ma maman, je sens ma jambe. Voilà. Elle me dit, je sais pas. Donc on appelle l'infirmière. Donc l'infirmière arrive et je lui dis, je sens ma jambe. Et alors elle dit, oui, c'est possible, c'est les douleurs fantômes, les sensations fantômes, etc. Voilà. Alors, ce qui va suivre, et on rappelle que vous avez 15 ans, c'est que vous allez être dans un centre de rééducation. C'est ça. Et donc là, c'est quoi l'environnement? Ça se passe où? Qui est autour de vous? Là, c'est tout un personnel médical, donc kiné, ergothérapeute, des médecins, des infirmières, etc. Je suis entourée que de personnes âgées, donc très compliqué d'arriver là. Quand vous avez 15 ans?
Donc on se lève le matin, petit déjeuner, groupe marche pendant 1 heure où on essaie de marcher avec la prothèse. L'après-midi, 1/2 heure de kiné, 1/2 heure d'ergo, et puis après, la journée est finie. À 5 heures, on soupe. J'ai 15 ans. J'ai pas une vie comme ça, c'est pas mon rythme de vie habituel. Donc pendant 2 mois, il a fallu s'adapter. Maintenant, j'ai eu un contact particulier avec le personnel parce que j'étais la plus jeune dans le centre. Donc j'étais un peu chouchoutée, etc. Et voilà. Oui. Est-ce que pendant ces 2 mois, vous avez des souvenirs de rire et de sourire? Ou est-ce qu'on est dans une phase complètement sombre? Non, même à l'hôpital, là, je rigolais, on faisait des courses de chaises roulantes dans les couloirs. J'étais hospitalisée avec mon frère. Oui, on s'est bien marré. Au final, j'étais pas là pour quelque chose de chouette, mais avec mes proches, on a réussi à transformer ça et à passer quand même de bons moments. J'ai des bons souvenirs, même de l'hôpital. Et vous étiez dans la même chambre que votre frère, qui était lui aussi sur le scooter, Oui. qui avait beaucoup de fractures, c'est ça? Il avait 11 fractures, tout ça sur une seule jambe. Donc, il a eu de grosses opérations, des greffes de peau, etc. Donc, Et ça a créé une relation particulière entre vous? sur le temps de l'hospitalisation, oui, forcément. Parce que moi, je me souvenais de rien, lui se souvenait de tout. Il a les images de moi, je veux dire, avec le sang qui m'entoure, la jambe qui était quand même sur l'épaule droite, donc bien retournée. Donc, il m'expliquait, il m'en parlait. Ce qui est fou, c'est qu'on va vous parler de prothèses assez rapidement. Oui. Et là, vous ne comprenez pas pourquoi il y a une sorte de consensus où tout le monde a décidé que vous deviez avoir une prothèse et vous pas. On a décidé de ma vie à ma place, en fait. Donc, oui, forcément, les opérations, j'avais pas le choix, c'était comme ça. Je sors de l'hôpital, je retourne quelques semaines chez moi parce qu'il n'y avait pas de place dans le centre. Et en fait, tout s'enchaîne, on me laisse pas le choix. Enfin, je veux dire, on me porte d'un endroit à l'autre, enfin, on m'emmène partout. Et on me dit pas, tiens, est-ce que tu veux marcher? On me pose pas la question. Donc, au début, oui, je mettais la prothèse, mais c'était très douloureux, j'acceptais pas, j'aimais pas. Je veux dire, l'image de moi sans prothèse, ça passait, mais avec la prothèse, pas vraiment. Et puis, les douleurs faisaient que j'avais pas spécialement envie de marcher. C'était quand même fort contraignant à l'époque. Qu'est-ce qui changeait, en fait, l'image de vous sans et l'image avec? La prothèse que j'avais à l'époque était complètement recouverte. Donc, quand j'étais habillée, on ne voyait rien. Et le regard des gens était... les gens s'intriguaient. Pourquoi est-ce que je marchais mal? Pourquoi est-ce que je marchais avec une béquille? On ne voyait pas, en fait, ce que j'avais. Que quand j'avais pas ma prothèse, c'était réglé. Les gens savaient. Forcément, il y avait des regards, mais les gens savaient. Et il n'y avait pas tant d'interrogations que ça. Et c'est intéressant parce que Céline dit on lui avait pronostiqué le fait qu'elle ne marcherait jamais et pour elle, c'était pas acceptable. Vous, il y a eu un moment où vous vous êtes dit non, mais peut-être que je ne veux pas remarcher. C'était pas le but absolu. Je me suis pas posé la question, en fait, puisque tout s'enchaînait. Enfin, oui, c'est vrai, on m'a pas demandé est-ce que tu veux. C'est comme quand j'étais dans le coma, on m'a pas demandé est-ce que tu veux vivre ou est-ce que tu veux mourir. Maintenant, je suis contente d'être en vie, évidemment, mais on m'a pas demandé après est-ce que tu veux marcher, est-ce que tu veux être en chaise roulante, en béquille. Enfin, on m'a pas demandé. Donc, voilà, ça s'enchaîne peut-être trop vite. Et au niveau du moral, c'est à quel moment le moment le plus difficile? Parce qu'on a vu effectivement les événements s'enchaînent. Est-ce que c'est juste après l'accident, parce que là c'est l'inconnu total? Est-ce que c'est pendant la rééducation? On va en parler. Est-ce qu'il y a un moment où le moral est vraiment pas bon? Est-ce qu'il y a des idées noires à un moment donné? Oui. À quel moment? Moi, c'est une fois que je suis arrivée en centre de rééducation. J'ai pris conscience au bout de 10 jours que rien ne bougeait. Alors, j'avais quelques sensibilités au niveau des jambes, mais il y a cette phrase du médecin qui me dit que je ne remarcherai jamais. Et, Donc, il vous le dit comment? Parce qu'au fond, on a presque l'impression aujourd'hui que c'est une technique d'un médecin pour vous stimuler, vous donner envie de lui prouver le contraire. Je le dis parce que parce que je connais le résultat. Mais à ce moment-là, il vous le dit comment? Comme ça. En fait, quand je suis arrivée donc dans ma chambre, au centre de rééducation, la première fois, il y a une infirmière et donc le médecin qui est venu, qui refont les bilans, l'aiguille. Donc là, j'avais quand même récupéré un peu de sensibilité. Pas sur toutes les jambes, mais à certains endroits. Et pour lui, le verdict est clair, quoi. Je ne remarcherai pas. Et d'ailleurs, les premières choses qui me sont proposées médicalement, c'est d'apprendre à vivre avec un fauteuil roulant. Et ça? Je refuse. Je refuse totalement. On nous apprend à nous déplacer en fauteuil, on nous apprend à tomber et à nous relever, ce qui peut très bien nous arriver dans la vie de tous les jours. Et pour moi, il est hors de question d'apprendre ça. Vous disiez, avant qu'on parle de comment le moral va revenir, mais la période la pire, c'est laquelle finalement? C'est après ce discours, en fait. C'est tout
tout est mélangé. J'ai le chirurgien qui était positif en me disant, il y a quand même beaucoup... J'ai réussi l'opération. Voilà, j'ai réussi l'opération, il y a des chances de récupération, 70% est dû au mental. Donc là, je me dis, il faut que je On le vous garde. dit ce chiffre-là. Ah oui. Et là, j'arrive au centre de rééducation, un centre de rééducation très ancien, très sombre. Pareil, je suis dans la chambre avec une personne âgée, mais qui finalement est adorable. Mais c'est vrai que, premier abord, on rentre dans une chambre sombre. On se dit, mais où on arrive, quoi? Et là, il y a le verdict du médecin et on se dit, mais pourquoi rester en vie, quoi? Enfin, à quoi ça sert? Ma mère était obligée de me nourrir au début, me laver les cheveux, me coiffer. Enfin, il y a toutes ces images et on se dit, mais j'ai 27 ans et je suis obligée de repasser par ces étapes-là. Enfin, ça sert à rien, quoi. Et c'est peut-être le moment où, justement, je me suis rendu compte du travail que j'allais devoir effectuer. Pourquoi, Pascal, vous... Ouais, c'est pour ça que c'est le moment le plus dur. C'est parce que c'est le moment où il faut franchir une étape décisive et puis laisser derrière soi quelque chose. Et là, c'est l'Himalaya qui est devant. Et donc, il va falloir recréer sa vie, l'inventer, se rendre autonome d'une manière ou d'une autre, enfin plus ou moins, voilà, et plutôt plus que moins, et avec l'envie, prendre son élan. Il y a beaucoup de choses à investir à ce moment-là. C'est pour ça que c'est sûrement un moment très, très difficile. Mais en tout cas, chez les deux, on remarque l'ambiguïté de la situation qu'elles ont vécue, au sens où... probablement plus ou moins tacitement, d'un côté, on leur dit « va falloir être forte, il va falloir y mettre du tien et tout ça », et puis d'un autre côté, on leur dit tout ce qu'elles doivent faire. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut porter une prothèse, il faut... Et donc c'est intrusif, c'est envahissant à un moment donné où elles ont besoin, elles, de savoir ce qu'elles vont faire. Vous êtes d'accord, l'une et l'autre, avec ça, cette ambiguïté-là? Oui, on ne nous laisse pas du tout le contrôle de notre vie. En centre de rééducation, en plus, comme tu disais, nos journées sont rythmées, quoi. Réveil telle heure, petit-déj, on vous emmène à la toilette, parce que j'étais totalement incapable de me laver seule. Donc on vous emmène à la toilette, le kiné, c'est à telle heure, le repas... Enfin, on ne gère plus du tout notre vie. Parmi tous ces rendez-vous, il y en a un que vous essayez d'éviter à tout prix, c'est celui avec La psychologue. Ouais. Vous vous rappelez pourquoi? Je vais lui expliquer je sais pas quoi. Et elle me regardait, elle me disait oui. Mais... C'est-à-dire? Voilà, elle me faisait oui tout le temps. Je disais, mais c'est quoi ton but? Enfin, alors, quand c'était l'heure d'aller chez la psy, je restais dans ma chambre. Le problème, c'est qu'il y avait l'appel au micro, donc j'étais obligée d'y aller. On est dans le couloir au micro. C'est un peu ça. Mais ouais, non, je détestais y aller. Enfin, je voyais pas du tout l'intérêt. J'avais aucun lien avec la psychologue. Par contre, j'avais des liens avec la kiné qui s'occupait de moi. Donc, c'est vrai qu'elle, je lui parlais énormément. Et donc... Oui, parce que, d'abord, la psy, elle est censée être là pour faire aller mieux. Mais en même temps, elle ne peut pas se substituer au désir de la patiente. Mais je comprends tout à fait la position de Mathilde, qui devait se dire « laissez-moi un petit peu tranquille ». J'avais l'impression d'aller bien. Voilà, moi, ça allait, donc j'avais pas besoin de cette personne qui m'écoute. C'est comme si on la houspillait pour aller bien. Mais alors, ce qu'ils vous disent, c'est que finalement, vous n'allez pas vous confier cette psy parce que le courant ne passe pas, parce qu'il y a l'étiquette psy. Et puis, du coup, c'est la kiné qui va devenir complice. Oui. Qu'est-ce qui va se passer? C'est un truc de personnalité? Ça vient de sa personnalité? Je sais pas, elle s'occupait de moi, enfin, elle me faisait avancer. Donc, du coup, je pense que ça, on a créé un lien. Et ouais, les petits tracas que j'avais, les questions que je me posais, c'était à elle. C'était pas à la psychologue, voilà. Et vous pensez que c'est sur votre parcours, celui qui a été le vôtre, elle a eu un rôle important? Je pense, oui. Bon, on l'a contactée, elle a un petit message pour vous. Salut Mathilde, voilà, je n'ai jamais eu l'occasion de te dire à quel point j'ai été impressionnée par le chemin que tu avais parcouru depuis notre première rencontre, tous ces obstacles surmontés, ces coups durs balayés et les défis que tu as déjà relevés et que tu continues à relever. Et je peux te dire que c'est grâce à des personnes comme toi, je me rends compte quel beau métier j'exerce. Donc je voulais te souhaiter bonne chance, bonne continuation et surtout beaucoup de réussite dans tout ce que tu entreprendras. À bientôt Mathilde. Elle avait jamais eu l'occasion de vous le dire? Non. Vous vous dites, elle est importante et elle dit que vous donnez du sens à ses journées, à son travail. Il y a eu des belles rencontres aussi? Ma kiné également. Mais je pense que c'est la personne qui nous donne espoir. C'est la personne qui croit en nous au quotidien. Et du coup, on se raccroche à ça. Elle est associée au progrès, en fait. Oui. Le kiné est associé au progrès que vous faites. C'est très concret. Totalement. Elle est à l'écoute. Parce que c'est quoi l'objectif, finalement, de cette rééducation pour vous?
C'est d'être debout, de marcher. Ça, c'est votre obsession. Ah le ouais, but. ouais, c'est Mais on fait quoi pour ça? au quotidien. Donc tous les jours, en fait, c'est de la mobilisation. Elle manipulait, ce sont des électrodes pour essayer de réveiller les muscles, après, c'est l'adaptation aussi, même sur le haut du corps. J'étais encore en fauteuil roulant, donc il faut quand même renforcer la musculature au niveau des bras pour être capable de pouvoir rouler autant qu'on veut. Et puis, il y a aussi la respiration, parce que j'ai quand même été paralysée donc assez bas, mais ça avait atteint la respiration. Donc, c'est un travail aussi cardio. Donc, après, ma kiné a eu... savait que j'étais sportive, donc elle a vraiment tourné ça vers le sport. Et je l'ai vécu... Comme une préparation physique, en fait. voilà. C'est comme ça que vous l'avez C'est vécu. ça, mais c'est vraiment la personne qui peut réaliser notre rêve. Donc elle a le même objectif que vous. Voilà. Elle partage votre envie et votre ça. objectif. Pascal? L'important, c'est qu'il y ait un tuteur de résilience. Et c'est souvent le kinésithérapeute parce que, il agit sur du concret. Et lorsqu'on arrive pour rencontrer leur kiné, il y a du pain sur la planche. Et puis, il y a un programme. Est-ce que, parce qu'on a dit qu'il y a eu c'est important de le dire et d'être authentique, c'est-à-dire qu'il y a eu des pensées noires. Et vous vous rappelez du moment où ça bascule, c'est progressif ou c'est un déclic, en fait, cette idée d'avoir envie de se battre, finalement? Je pense que c'est le fait de voir les gens autour, dans le couloir où j'étais, on était une cinquantaine et il y avait vraiment toutes sortes de handicaps. Et c'est de se dire, lui, il a réussi. Lui, aujourd'hui, il est debout. Lui, il est pire que moi aussi. Parce que quand je voyais certaines personnes tétraplégiques qui n'avaient même plus l'utilisation de leurs bras, quoi, je me dis, bon, ce sont que des jambes, entre guillemets. Je peux me déplacer en fauteuil, je peux arriver à manger, coiffer. Enfin, voilà, il y a des gestes du quotidien que je pourrais continuer à faire par rapport à eux. Et puis après, j'ai un muscle qui se réveille. Donc on se dit, voilà, quoi. Des petites victoires. Petite victoire au quotidien. Et il y a une photo qui est importante, puisqu'on se rappelle que votre objectif, votre but, votre obsession, votre montagne à gravir, c'est de remarcher. Et là, on vous voit on voit debout. C'est le jour de mon anniversaire. Alors, attendez qu'on comprenne un petit peu. Bon, il y a une psy, on va en profiter. C'est-à-dire que vous pensez que c'est une coïncidence? C'est une sorte de date butoir qui vous a permis d'avoir la force de le faire? C'est quoi? Je pense que c'est ma kiné, en fait. Ça a été un travail, hein, donc c'est au bout d'un mois et demi, donc un muscle qui se réveille par-ci, par-là, on fait un travail allongé. Je pense qu'elle avait besoin que j'enregistre une date clé, et elle connaissait donc la date de mon anniversaire. Et le jour de mon anniversaire, quand je suis arrivée en salle de kiné, elle m'a mis face à ces barres parallèles, mais sans un mot. Et elle m'a dit, maintenant, t'en es capable. Donc... Vous vous rappelez de ce que vous vous dites dans votre tête à ce moment-là, ce jour-là? C'est énorme, mais tout se mélange, tout se confond. La phrase du chirurgien, principalement, qui m'a dit c'est possible. Enfin voilà, 70% mental, mais il y a les possibilités. Mais sauf qu'il y avait deux phrases. Il y avait celui qui dit c'est possible, 70% c'est le Voilà. moral. Et il y a la celui deuxième. qui dit vous ne remarcherez jamais. Et là, j'ai hâte qu'il me voie. C'est là, on pense à lui. Ah oui. Oui, oui, La question, c'est 70% c'est le moral. Est-ce que vous avez vu autour de vous des gens qui n'étaient pas là-dedans? tout à fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est pour porter ce discours, en fait. Je pense que le discours du médecin, qui me dit en tout cas que je remarcherai jamais, Ça peut avoir une influence négative. voilà. Enfin, même Enlever l'espoir. Même souvent, en fait. Je pense que... on se dit, mais pourquoi on va essayer s'il nous dit que ça marchera pas, quoi. Et du coup, je pense qu'il faut les deux sons de cloche en disant, il y a un avis médical, la neurologie, c'est très compliqué. J'ai pu échanger après avec lui. C'était quoi d'ailleurs cette conversation, la première fois que vous lui reparlez de ça? Vous lui dites comment les choses? Je lui dis qu'il a tort. C'est ma force aussi de lui dire, vous êtes trompé, quoi. C'est vraiment un coup de chance, entre guillemets, la neurologie. L'électricité passe ou l'électricité passe pas. C'est impossible avec IRM ou je ne sais quoi de contrôler ça. Donc, c'est le temps qui fait les choses. Et après, je pense qu'il a vu aussi la personne qu'il avait en face de lui. Et du coup, il s'est dit, ça va peut-être lui donner la force de me montrer et de me prouver le contraire.
C'est ce que je supposais tout à l'heure. Ouais. C'est-à-dire qu'au début, il est obligé de le faire, Oui. et il se dit, avec une personnalité comme celle-là, ça va peut-être la stimuler. Voilà, moi je passais mes journées dans la salle de kiné, un coup les bras, un coup les jambes, un coup la balnéo. Enfin voilà. Et d'autres se seraient découragés. Et voilà, d'autres ont justement appris à vivre avec, en fait. Se sont adaptés, ont adapté leur milieu. Oui, parce qu'il y en a Parce qui- que c'est important ce qu'on est en train de se dire, parce que ce que vous racontez là, c'est une métaphore de l'existence. C'est-à-dire que ça marche dans la vie en général. C'est-à-dire que soit on se dit qu'on n'y arrivera pas, et c'est le meilleur moyen de ne pas y arriver, soit au contraire, il y a des personnalités un peu comme la vôtre où ça vous a stimulé. Mais c'est un peu... Oui, parce qu'il y en a qui vont prendre ça pour argent comptant ou qui vont donner une valeur extrêmement importante à la parole du spécialiste et donc s'y tenir. Alors Mathilde, au moment où cet accident arrive, vous avez 15 ans. Et donc parmi les premières pensées, vous l'avez dit, il y avait peur de ne pas être aimé, peur de ne pas être accepté. Oui. Et puis vous allez retourner dans le milieu scolaire. Mhm. Comment ça se passe à ce moment-là? D'abord, est-ce que c'est des élèves qui vous connaissaient avant? Est-ce que ce sont des nouveaux élèves? C'est des gens qui me connaissaient déjà avant, donc ça aide aussi. Des personnes qui ont été au courant de mon accident directement. C'est des gens qui vivaient dans la même ville que moi, etc. Et j'ai pas vu spécialement de différence à ce moment-là, en tout cas. Vous remarquez juste une chose, et on verra sur quel compte vous mettez ça, c'est que ça se passe quasiment comme avant à l'école, mais vous êtes moins invité en dehors de l'école. Ouais. Au fur et à mesure du temps, j'ai remarqué, j'apprenais le lundi que les gens avaient fait telle ou telle chose le week-end ensemble. Et j'ai été invitée, mais pas trop. Donc, et là, c'est compliqué parce qu'on se dit, waouh, je suis à poids en fait. Pourquoi les gens ne m'invitent pas? Alors, je pense qu'ils ne savaient peut-être simplement pas comment s'y prendre. Mais, et puis peut-être aussi qu'ils se posaient trop de questions par rapport à mes déplacements, etc. Parce qu'à ce moment-là, c'était très compliqué. Je veux dire, j'étais encore j'étais très très faible. Et voilà, donc je peux pas leur en vouloir. On est jeune. Je pense que j'ai grandi rapidement avec ces épreuves-là. Vous pensez que ça vous a fait grandir plus Ah rapidement? oui. Ouais, j'ai mûri très vite, plus vite que la normale. J'ai sauté un peu l'étape de l'adolescence, en fait. Alors, une des premières pensées, c'était comment ça va se passer avec les garçons. Donc, je suis obligé de vous poser la question, parce que vous avez la réponse depuis. Mhm. Donc, est-ce qu'après l'accident, vous êtes tombée amoureuse? Oui, mais je me tracassais fort pour l'autre. C'est savoir est-ce que ça va bien se passer, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il pense. Mais c'est pas facile pour l'autre. Mhm. Moi, je vis avec, donc je sais comment je fonctionne, je connais mes capacités. L'autre ne le sait pas. Je pense que c'est très compliqué pour l'autre aussi d'en prendre conscience et d'oser en parler, etc. Donc voilà, il y a quand même... c'est pas toujours facile. Voilà. Donc, c'est une situation qui fait peur à l'autre. C'est-à-dire que finalement, l'autre se demande comment. C'est un peu comme les invitations. C'est-à-dire que. Comment s'y prendre avec moi? comment Comment s'y me parler? Pourtant, je suis comme tout le monde, je suis pas un animal ou quoi que ce soit. Mais ouais, comment s'y prendre? Juste ça. Alors que, voilà, pour moi, je suis comme tout le monde, quoi. Dans ma tête, je suis valide, j'ai pas... Je me débrouille moi-même, en fait, je demande rien à personne. Et voilà, je suis pas dépendante. Je refuse d'être dépendante. Donc, après l'accident, vous avez eu une rencontre amoureuse qui a duré 4 mois, c'est ça? Oui. Et vous avez la sensation que ça s'est arrêté parce qu'il y a plein d'histoires sur Terre qui s'arrêtent, ou est-ce que ça a eu une influence? Non, ça s'est arrêté à cause du handicap. Il l'a formulé? Oui. Plusieurs années plus tard, mais il l'a formulé. Il vous a dit quoi? Il n'arrivait plus. Il n'arrivait plus. Et à ce moment-là, j'étais pas encore totalement indépendante. Donc, bah oui, j'étais peut-être à poids, je sais pas. Mhm. Et alors, aujourd'hui, vous êtes célibataire, Oui. mais vous dites, attendez, c'est pas parce que je suis dans cette situation que je dois prendre ou accepter n'importe qui. N'importe qui, ouais. C'est-à-dire? Parce qu'il y a des gens qui arrivent comme des sauveurs en disant oui, t'es handicapé, viens, je vais t'aider, je vais te faire à manger, je vais te faire. Ça va, hein, je suis pas. Enfin, je veux dire, mes membres, ils fonctionnent encore malgré tout. Je sais quand même me nourrir, je sais faire à manger. Enfin, j'ai une vie comme tout le monde. J'ai besoin de ma liberté. Donc j'ai pas de besoin pitié, et surtout, vous ne baissez pas votre niveau d'exigence. Ah non. C'est ça qui est important. Ah non. Je vais pas prendre le premier venu pour dire tiens, je suis en couple et il va y avoir quelqu'un qui va tout faire pour moi et au final, je vais pas être heureuse. Hein. Céline, par rapport à la vie sentimentale, est-ce que c'est quelque chose qui a eu une influence? Est-ce que vous êtes, comme toutes les jeunes femmes, confrontées à la vie et puis voilà, et aux hommes, ou est-ce que ça, c'est quelque chose qui a de la place dans cette histoire? On s'inquiète quand même. Moi, en plus, j'ai été paralysée au niveau du nombril. Donc, c'est une perte de sensibilité. D'ailleurs, pendant ma rééducation, j'aurai une réadaptation sexuelle
avec un ergothérapeute. Les séances sont particulières. C'est les positions, c'est ce qu'il faut faire, pas faire. Enfin, ça va jusque-là, quoi. Où on se dit, on change totalement notre vie, quoi. On va même nous réapprendre ces choses qui doivent se faire si naturellement dans un couple. Et puis, il y a l'image. Enfin, c'est l'handicap. C'est moins voyant que toi, mais j'ai quand même une cicatrice de 13 cm dans le dos. Et puis, un pied qui ne fonctionne pas et une vie différente. Il y a des choses quand même aujourd'hui que je ne peux pas faire. Donc, des talons, Enfin, voilà, on laisse un côté féminin quand même de côté. Et il y a cette inquiétude de est-ce qu'un homme va m'aimer pour ce que je suis ou par pitié? On se pose la question quand même. Mais déjà dans la famille, moi je refusais la pitié, quoi. Au niveau de ma mère, il était hors de question qu'elle ait pitié. Je me suis obligée à faire mon linge parce que le centre de rééducation, c'est comme une maison. Ils nous réapprennent les gestes du quotidien. J'ai appris à repasser, j'ai appris à passer l'aspirateur. Je faisais mon linge au quotidien, donc je refusais que ma mère m'accompagne dans ses missions. Pourtant, je galérais quand même. Enfin, au début, j'avais pas d'abdominaux, donc aller chercher le linge au fond de la machine. Et c'est vraiment une réadaptation. Et je refusais en fait que ma mère ait pitié, quoi. Ouais, puis l'enjeu, c'est vraiment de faire tout ce que l'on peut faire et qu'il n'y ait pas un chouïa qui nous soit soustrait. Donc d'aller vraiment jusqu'au bout et puis même de grignoter au fur et à mesure, au fil des ans, toujours plus, de faire de plus en plus et non pas de faire de moins en moins. Donc c'est vrai que les sauveurs, les syndromes d'infirmiers... C'est quoi les syndromes d'infirmiers? C'est quand quelqu'un veut absolument prendre soin de vous, mais d'une manière un petit peu excessive. Mais ça, c'est son désir à lui ou à elle, si c'est une femme. Et ce n'est pas le désir de la personne qui, à l'instant T, est en difficulté. L'une et l'autre, vous avez rencontré ça, des gens qui ont le syndrome d'infirmier? Oui, c'était horrible. Je voulais faire la vaisselle, c'était fait avant que je veuille la faire. Enfin, j'ai besoin... Maintenant, non, parce que je sais que je suis capable, mais j'avais besoin de me dire que je suis capable de faire ma vaisselle, quoi. La première fois que j'ai refait mon lit, j'étais ultra heureuse. C'était une victoire, sachant que quelques semaines avant, j'étais incapable de manger toute seule. Donc, ouais, c'est des choses du quotidien. On a besoin de se prouver qu'on y arrive. Donc, obsession de l'autonomie et phobie de ce qui pourrait ressembler à de la pitié. Oui, c'est ça. Céline, donc pour qu'on comprenne, parce qu'on a vu cette photo émouvante, où vous êtes le jour de votre anniversaire debout, enfin, il s'est passé beaucoup de choses entre cette photo et aujourd'hui. Oui. Parce que ça ne se passe pas comme ça. Non. Autant physiquement que mentalement. Il y a un travail à effectuer. Aujourd'hui, vous marchez? Je vous ai vu arriver en marchant. Aujourd'hui, je marche. J'ai repris ma vie, tout simplement. Avec une vie professionnelle, avec une vie sportive, plus la course à pied, car j'ai encore des séquelles aujourd'hui, même si je marche. Donc c'est quelque chose que vous devez accepter, c'est que courir, c'est compliqué. Voilà, c'est plus possible. C'est plus du tout possible. C'est le mot. Vous savez, j'ai pas osé le dire moi, mais Ouais. c'est vous qui le dites. Non, je l'ai pas accepté, parce que c'est vraiment un sport que j'aimais. Donc je peux pas dire que je l'accepte aujourd'hui, mais je l'ai compris. Et maintenant, il fallait que je trouve un sport qui me permettait de retrouver les mêmes sensations. Et donc, vous avez cherché un autre sport et vous avez trouvé quoi? Tout à fait par hasard. En fait, je cherchais une activité à faire pour le Téléthon. Et j'ai été essayer l'aviron. Donc un sport que... C'est ce que vous dites avec les sourcils hyper Je ne sais pas du tout, en fait. Et c'est un sport qui m'a plu. Ce côté indépendance aussi. On est sur l'eau, voilà, les animaux, le calme, l'eau. Et pourtant, l'eau, c'est l'endroit où j'ai eu mon accident. C'est quand même assez bizarre, quand même. Mais c'est un sport vraiment qui m'a plu. Et au-delà de ça, c'est un sport qui me permettait de retrouver les sensations que j'avais dans la course à pied. Vraiment, le dépassement de soi, où en ramant, j'arrivais à sentir... cette douleur physique et puis ce côté essoufflé et terminer ma séance et me dire j'ai vraiment fait une bonne séance, quoi. Chose que j'avais pas encore réussi à trouver jusque-là. Vous êtes combien sur le bateau? Ça dépend en fait. On est entre 1 et 8. Bon. Donc, Alors, ce qui se passe, c'est que du coup, comme c'est votre caractère, que vous avez une nature sportive, vous ne vous contentez pas de faire un petit coup d'aviron 1 heure par semaine pour le loisir. Vous êtes dans la compétition très vite. Très vite, oui.
Alors, ça se fait assez rapidement, je pense, par mon côté compétiteur, mais aussi par la rencontre de mon entraîneur, qui, du coup, va se substituer à ma kiné, je pense, comme on disait tout à l'heure, et qui va croire en moi et qui va me le dire assez rapidement. Et du coup, lui, en tant qu'entraîneur, a qu'une envie, c'est que je progresse très, très vite. Et moi, par ces mots, j'ai qu'une envie, c'est de lui prouver que j'en suis capable. Donc, en effet, je démarre l'aviron avec quelques séances, 3-4, et puis ça va vite monter. Et je vais vite me lancer dans les premières compétitions. Et ça va super bien se passer pour vous. Vous êtes bonne dans cette discipline. Et donc, c'est quoi que vous allez franchir comme étape? Donc, la première année, donc c'est l'année des Jeux paralympiques de Londres. Je n'aurai pas du tout le niveau pour y participer, mais je vais être repérée par l'équipe de France sur les premières compétitions. Donc, ils me disent qu'ils vont jeter un œil à mes chronos, donc je vais d'autant plus accentuer ma préparation. Et puis, après les Jeux, je vais être convoquée à un premier stage donc, du collectif de l'équipe de France, où je vais pouvoir justement rencontrer d'autres athlètes, voir un peu les préparations qui existent. Et puis, ça va en continuer. En 2013, vous remportez les championnats de France. C'est ça, en salle et en bateau. Donc, championnat de France. Est-ce que là, on pense à quoi? On pense à qui? Je pense au chirurgien qui m'a dit que c'était possible, au médecin qui m'a dit que je ne remarcherais pas. Et je pense à tous ceux qui m'ont aidée pour en arriver là, en fait. Parce que ce n'est pas une victoire... Solitaire? Non, du tout. C'est ma famille qui a été présente, mes amis, parce que j'en ai pas parlé, mais qui ont été vraiment présents. Et puis, c'est la personne qui m'accompagne en bateau, parce que pour se présenter au championnat de France, en fait, il faut un guide en tant qu'handicapé sur l'embarcation sur laquelle je suis. Et je vais rencontrer donc, un jeune homme bien plus jeune que moi qui va m'accompagner dans ma préparation, qui va être très présent et qui, lui, restera aux portes de l'équipe de France, en fait. C'est un guide, il m'accompagne seulement. Donc, on pense, oui, à toutes ces personnes qui ont été présentes. Et en fait, on se rend compte que c'est une victoire collective. Je ne me suis pas battue seule pour en arriver là, ni pour remarcher, ni pour rejoindre l'équipe de France, parce que c'est quand même une certaine fierté. On représente les couleurs de notre pays, donc c'est impressionnant. Quelques mois auparavant, j'étais plus rien. J'étais dans un lit, allongée, paralysée, et on me donnait à manger, quoi. Donc la transition est... Vous avez ces deux images à chaque fois? Ouais. Et ça donne une sensation de fierté, d'accomplissement? Oui. Ça me permet de voir la nouvelle femme que je suis, même si je suis restée celle que j'étais avant, parce qu'on perd pas ses racines. Enfin, pour moi, c'est une chance. Alors, c'est triste à dire, mais c'est une chance que j'ai eue. Ça m'a permis de découvrir qui j'étais aujourd'hui. Cette épreuve, cet accident? Ah oui. Oui. J'ai découvert tout simplement la force que je pouvais avoir, et mentale, et physique. Dans l'aviron, j'ai été atteindre des limites, parce que des fois, c'était même un peu trop limite par rapport à mon accident. Au niveau douleur, autant mentale que physique. Je sais que l'année de la préparation des Jeux, on est à 10 entraînements semaine, mais à côté de ça, on a quand même une vie professionnelle. On a quand même une vie familiale, le ménage, les courses. Moi, je sais que je voulais garder tout ça. Donc, y a un cumul d'activités qui fait que on a quand même eu un accident. Et un jour, le corps, il dit je suis un peu fatiguée, là, on tire un peu trop. Donc, il faut arriver à trouver ses limites. Mais je sais que ça m'a permis vraiment d'atteindre des limites que j'aurais peut-être jamais atteintes si j'avais pas eu cet accident. Pascal, c'est étonnant, parce qu'évidemment, on se dit, tiens, on va parler de ce que tout le monde appréhende d'un accident de la vie. Et on entend des mots, le mot chance, on ne s'attend pas à l'entendre. Ça vous étonne? Non, pas du tout, parce qu'elles savent tirer parti d'une situation a priori négative et en faire quelque chose. Et ça, c'est très important dans la résilience. Mais le sport est aussi un terrain de résilience particulièrement favorable et ça apporte du bonheur. Voilà, c'est le contraire de ce à quoi on pourrait s'attendre. C'est le contraire de ce qu'on imagine, en fait. Et Mathilde, donc le sport est rentré dans votre vie. Vous allez me dire d'ailleurs si ça existait avant. Oui, je faisais de la danse. Là, vous savez qu'il faut y renoncer et vous allez devoir trouver un autre sport. Et vous allez trouver quoi comme sport? Et en fait, complètement par hasard. Là aussi par hasard? Oui, j'aimais bien le basket. En fait, déjà à la base, j'en faisais pas, mais j'allais régulièrement voir des matchs. Et quand j'étais dans le coma, il y a un joueur qui m'avait offert sa vareuse et des photos. Sa vareuse de basket, son maillot, avec des photos dédicacées. Et un jour, je vais en ergothérapie. Et là, je porte la vareuse. Et il y a un bandagiste, donc
la personne qui vient apporter le matériel médical qui me dit « Ah tiens, t'aimes bien le basket ?» Alors je lui dis que oui. Et lui-même était handicapé, il avait la polio. Et il me dit « Bah tiens, je fais du basket en chaise. Hein ?» Et il me dit « Bah tiens, voilà mes coordonnées. Quand tu sors du centre, viens voir un entraînement. » Ça va. Donc quelques semaines après, je sors du centre. Je vais voir un entraînement. Je regardais et je me suis dit « Oh, c'est très physique. C'est quand même un sport dangereux. » Et je regardais, c'est que des hommes. Et je me dis, ça fait peur, mais j'ai envie. Ça repousse les limites, ça fait des choses, je ne l'aurais pas fait avant. C'est assez rock'n'roll, hein, Ah ouais, dans un fauteuil, puisque c'est presque des autotamponneuses. voilà. Et là, bah, je laisse passer en fait, les vacances de Noël. Et je fais mon premier entraînement 7 mois jour pour jour après l'accident. Et qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous vous dites ce jour-là? Au début, c'est catastrophique. Hein. Je me dis, oh, je vais jamais y arriver. Enfin, j'avais pas encore récupéré toute ma force, etc. Donc, je lançais la balle, ça touchait même pas le filet. Enfin, voilà. Il a fallu du temps pour m'y habituer et tout, mais j'ai accroché directement. Ouais, c'est un peu un sport brutal et c'est ce qui m'a plu là-dedans. Il était hors de question que je fasse un sport mou. En fait, il fallait que... Pourquoi hors de question? Il faut que je me défoule. J'ai besoin de me défouler. J'ai toujours été speed, à courir partout, etc. Bon, là, je sais plus courir, mais il faut que... Voilà, il faut que je me défoule. Je pense qu'en fait, le sport remplace la rééducation. En fait, moi, je sais que la rééducation, tous les jours, avec un kiné qui manipule, Enfin, il y a un moment où on en a marre, on a envie de sortir de ce milieu. Et le sport, justement, nous permet en tout cas, moi, m'a permis... Et d'avancer, de voir des progrès? C'est ça. Et de continuer à travailler sur ce renforcement. Et en fait, du coup, on voit les progrès, mais sans se rendre compte du travail effectué. Et pour moi, c'était génial, quoi. Ça se fait avec plaisir. En fait, c'est plus du tout... Enfin, voilà, il n'y a plus le rythme de vie où on doit faire ça, où c'est une obligation. Non, là, on le fait avec plaisir parce que c'est quelque chose qu'on aime et qu'on aime. C'est ça. En fait, il n'y a pas cette contrainte médicale. Voilà. Et alors, vous disiez à l'instant, Céline, que c'était particulier de représenter son pays quand on a une équipe de France. Et vous, vous avez intégré l'équipe de Belgique. Junior. Junior. Ouais. Et là aussi, c'est une fierté, j'imagine. Oui, sachant qu'en plus, on était que 2 filles. Donc là, voilà, c'est encore plus fort, en fait. Donc on arrive... voilà, j'ai participé à la Coupe d'Europe qui a eu lieu en Italie. C'est un truc, pareil, c'est un truc que j'aurais jamais vécu avant. Et clairement, ma vie maintenant, c'est... pareil, c'est une chance. Parce qu'en fait, j'ai Vous dites le mot chance spontanément. Oui, j'ai besoin de repousser mes limites. Enfin, j'ai sauté en parachute, je l'aurais jamais fait avant, j'en suis certaine. Et si je l'ai fait, j'ai eu peur, mais j'ai adoré. J'ai besoin de me faire peur. J'ai besoin de jouer un peu, de jouer avec la vie. C'est ça. Clairement. Je me retourne vers Pascal. Oui. Non, mais vous savez, il y a des études qui ont été faites sur quels étaient les buts, les motivations, en fin de compte, des personnes qui sont dans la situation de Mathilde ou de Céline et qui exercent un sport à haut niveau ou pas d'ailleurs. Et il a été prouvé que c'est vraiment l'accomplissement de soi qui est le moteur de la démarche, avec d'autres choses en corollaire qui est effectivement le plaisir. C'est tout simplement de pratiquer le sport, l'amélioration de la qualité de vie, le retour à une estime de soi meilleure, un bien-être physique et psychologique, etc. C'est quelque chose que les valides, entre guillemets, ont moins. Ils sont plus portés sur la satisfaction de l'ego et puis peut-être une reconnaissance sociale, alors que là, c'est pas du niveau de la revanche, vous voyez. Parce qu'avant de se battre... contre les autres, ce qui n'est pas tellement le cas en général, c'est contre soi-même. Une motivation intrinsèque. Se battre contre soi-même. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, tout à fait. Et donc, c'est quand même pas rien, parce que on démarre l'émission, on va parler d'un accident de la vie, et là aussi, les études ont montré que c'est ce que la plupart des gens sur Terre appréhendent le plus. Et toutes les deux, spontanément, vous utilisez le mot, même moi j'ai du mal à le reprendre, le mot chance. Mais ça me fait plaisir de l'entendre, en fait. Parce que... C'est vrai que pour discuter avec des personnes qui sont dans ma situation, on n'en vient pas à parler de ça. Et à chaque fois, quand j'en parle avec mes amis, ils me disent « Mais t'es folle, quoi. Enfin, comment tu peux dire que t'es chanceuse d'avoir eu un accident ?» Et en fait, le fait de l'entendre aujourd'hui, ça me fait plaisir, parce que je me rends compte que je ne suis pas la seule dans cette situation. Mais comment vous arrivez à l'expliquer? Parce qu'effectivement, quand on est valide, on a du mal pas à le comprendre, parce que maintenant qu'on s'est parlé, je comprends mieux ce que vous voulez dire. Mais comment vous leur expliquez à vos amis quand vous dites chance? Et je suis passée tellement à côté, près de la mort, que voilà, c'est juste ça. La société, elle nous classe hors norme. Quitte à être hors norme, autant faire des choses que les gens habituellement ne font pas. Avoir une vie hors norme. Voilà. Et ça vous a aussi appris la question des limites. C'est-à-dire que finalement, quand on a une vie ordinaire, on est plein de limites
On n'a pas de limite, je pense. Enfin, moi, j'ai plus de limite. Je les repousse chaque fois. Il y a des fois, je me dis non, j'ai peur et tout, puis je me dis, mais vas-y, fais-le. Enfin, j'ai plus de limite. On va aller chercher... Justement, pousser les limites, moi, ça devient une fierté. Je pense que Ouais, c'est ça. c'est pareil. En fait, on va aller chercher la limite pour pouvoir la dépasser. Et autant dans la vie personnelle que professionnelle, que... Partout. Voilà, à tout niveau, c'est vraiment aller... Enfin, moi, on m'aurait parlé d'équipe de France en étant en centre de rééducation, j'aurais dit mais n'importe quoi. Et en fait, on démarre le sport, et puis voilà, un niveau régional, et puis niveau national, et puis après on se dit, il y a l'international, donc on va aller le titiller. Et à tout niveau comme ça, même professionnel, il y a des concours, on va les passer. Et puis, mais c'est vraiment pas, comme on disait, une question d'ego, c'est par rapport à nous. La chance, c'est peut-être de découvrir un double univers, intérieur et extérieur. Et ça, Oui. c'est une chance. Faut Oui, y attendre. intérieur, parce que vous dites, je découvre que je peux affronter mes peurs et que je repousse les limites. Et extérieur, parce que vous dites, je me retrouve dans des situations que je n'avais pas imaginées et je rencontre des gens incroyables, avec des relations très fortes, C'est ça. et que ça n'existait pas forcément avant. Alors ça existait peut-être, mais on s'en rendait pas compte, je pense. C'est le fait d'avoir eu cet accident qui fait qu'aujourd'hui, on apprécie ce qu'on vit. Que ce soit avec ma famille, mes amis, ne serait-ce qu'une soirée autour d'une pizza. On rentre, on est heureux d'avoir passé ce moment-là. Alors Vous êtes en qu'avant, pleine conscience, alors que vous n'étiez pas forcément avant. voilà, où on va apprécier 2 fois plus les moments qu'on passe et 2 fois plus les qualités des gens. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Parce que vous avez quel âge aujourd'hui? Vous avez Je vais avoir 25 ans. 25 ans et vous dirigez vers quoi? Je suis toujours aux études. Voilà. Pour être? Éducatrice spécialisée. Donc là, vous êtes dans la transmission et dans un métier d'aide. Oui, exactement. Je pense, j'en suis persuadée, mais voilà, que je vis bien les choses et j'ai envie d'aider les gens qui vivent moins bien les épreuves de la vie. Et je pense qu'on peut mieux aider quand on a traversé certaines épreuves que quand on en a vécu moins. Donc, voilà. Quand vous dites je vis bien les choses, par exemple, là, vous n'avez pas votre prothèse. Il y en a une qui est là-bas, Oui, qui est pleine de paillettes. Oui, c'est à moi. C'est pas rien, d'ailleurs. C'est un symbole, ça. J'aime bien provoquer, en fait. C'est-à-dire? J'assume. Ça, elle fait partie de moi. Ici, je l'ai pas parce qu'on m'a opéré il y a quelques semaines, donc je peux pas marcher. Mais ouais, je pourrais choisir de la recouvrir. Maintenant, pour plusieurs raisons, tant médicales que personnelles, je la laisse comme ça. Si les gens me regardent, au moins, ils ont quelque chose à regarder. Et ils ont une raison de regarder. D'accord. C'est Vous ça. comprenez ce raisonnement? Oui, tout à fait. Après, c'est encore différent parce que là, c'est un corps étranger, chose que moi, je n'ai pas. Mais c'est vrai qu'on joue un peu avec ça, je pense. Moi, au contraire, j'attends qu'on me pose des questions. Je préfère une personne qui vient me poser une question qu'une personne qui va essayer de deviner pourquoi et comment. Et... C'est important, ça, hein, dans ce que vous essayez de nous transmettre, il y a aussi ça. Pour le regard des autres, et parce que finalement, la plupart des gens qui peuvent être maladroits, c'est souvent parce qu'on ne sait pas comment se comporter. Et vous vous dites, non, soyez cash. Ah ouais. Oui, c'est important de poser les questions. Et d'ailleurs, ce que j'apprécie chez les enfants, c'est qu'il y a justement ce côté cash. Et je sais que mon cousin, qui avait 6 ans à l'époque, est venu me voir en centre de rééducation et il dit « Mais qu'est-ce que tu fais avec ces roues, là ?» et au contraire, ça nous fait du bien. Puis je pense que, en tout cas, pour moi, c'est pas une situation qui est facile à expliquer, ou en tout cas aller voir quelqu'un et dire bon voilà, il m'est arrivé un accident. Et par contre, si on nous pose les questions, on n'a qu'une envie, c'est d'y répondre. Et c'est peut-être une certaine forme de thérapie aussi de pouvoir en parler avec des gens. J'ai vu parce que vous retournez vers Pascal, donc je pose la question à Pascal. Voilà. Est-ce que c'est une forme de thérapie de dire, parce qu'elles sont toutes les deux d'accord sur beaucoup de sujets, et notamment sur cette idée que il faut pas qu'il y ait de pitié. Non à la honte, parce qu'au fond, vous dites ça, dites la provocation, en tout cas, c'est comme ça. Et Que ce soit une thérapie, c'est pas à moi de le décider, mais comme elle le dit, c'est forcément une thérapie, du moment qu'elle le dit, vous comprenez? Donc oui, bien sûr, hein, mais ça pourrait ne pas l'être pour quelqu'un d'autre, même dans la même situation. Donc Céline, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour aujourd'hui? De continuer sur cette lancée, en fait. J'aime la vie que j'ai aujourd'hui. Voilà, j'ai découvert vraiment l'importance du mot bonheur. Et je pense que c'est ce sur quoi je tends encore ces prochaines années. Enfin, vraiment voir la chance que j'ai aujourd'hui d'avoir la vie que j'ai.
Alors, on continue cette conversation, mais je voudrais vous présenter quelqu'un qui va sans doute vous toucher. Elle a 21 ans, elle a découvert qu'elle avait la mucoviscidose. Elle est comme vous, puisqu'elle n'accepte pas la fatalité. Et elle fait partie de ces êtres humains qui se lancent des défis. Un défi qui devrait vous parler, vous allez comprendre. Regardez. Eh bien, Alexandra, c'est moi. Je suis atteinte de la mucoviscidose. Et franchement, c'est trop long. En fait, jusqu'à l'âge de 17 ans, j'ai été suivie à l'hôpital Robert Debré. Donc, c'est un hôpital pédiatrique. Et en fait, ma vie, elle était rythmée comme une partie de musique. J'avais mes hospitalisations, mes 2 séances de kiné par jour et mon traitement médicamenteux lourd. Jusqu'au jour où les médicaments, le traitement, les hospitalisations, elles ne fonctionnaient plus. Donc, je suis descendue à moins de 20% de capacité respiratoire. Donc, c'est comme si vous soufflez dans une paille, en fait. Toute la journée. Tout le temps. Donc j'étais fatiguée et la seule solution qui s'offrait à moi, c'était une transplantation. Donc on m'a inscrit sur liste de greffe et dans la nuit du 20 novembre, 2 poumons se sont libérés. Et donc là, j'ai vu une seconde chance s'offrir à moi et je me suis dit là ma vie elle débute. Donc je me suis dit c'était quand même une chance et je me suis dit pour honorer ce donneur, il faut que je vive ma vie. Donc maintenant je vais mieux. J'ai une énergie du tonnerre comme on dit. J'ai des rêves plein la tête, j'arrive même plus à réfléchir, j'ai une joie de vivre. Je fais de l'aviron tous les samedis matins. Ce qui me motive, c'est vraiment le but final, c'est la traversée Tahiti-Montréal. Mais c'est plus pour le projet de parler du don d'organes et de la mucoviscidose, donc ça me motive plus par rapport à ça. Et me montrer que je peux faire du sport comme tout le monde et que c'est possible même après des années et des années de galère. Faut vraiment viser l'impossible. C'est un peu ma phrase, vivez l'impossible pour que tout soit possible. Alors, vous allez réagir sur ces propos d'Alexandra dans un instant. Je vais vous présenter mes camarades qui nous ont rejoints pendant le reportage. Donc, vous avez Émilie, Aude et Luc. Salut les camarades. Bonjour, salut. Donc, de l'aviron, j'ai vu votre réaction. Décidément, ce sport. Décidément. Ouais. Qu'est-ce que vous entendez? Parce qu'elle est très jeune, elle a 21 ans. Et qu'est-ce que vous entendez finalement dans ce qu'elle raconte? Ces mots sont assez forts quand même. C'est un sacré défi. Pour elle et son discours est beau parce qu'elle n'y va pas pour montrer qu'elle en est capable, mais elle veut parler justement du don d'organes. Donc c'est encore un geste qui n'est pas fait pour elle, mais pour les autres. Et à la fin, elle dit viser l'impossible pour que ce soit possible. Et je pense que c'est le discours qu'on pouvait avoir tout à l'heure. Quand on est dans cette situation d'handicap, pour que ce soit possible, il faut viser l'impossible. Aller chercher justement cette petite limite dont on parlait tout à l'heure. Mathilde, Alexandra, elle vous parle. La même chose que ce que Céline vient de dire. Voilà. Toujours pousser ses limites. Alors Aude, Alexandra, méga craquante. Ouais, moi je trouve que c'est un rayon de soleil, c'est pour ça que j'ai voulu vous parler d'elle. Ce qui m'a touchée, c'est qu'en fait, on a tous tendance à se plaindre. Surtout toi. Pour un peu tout. Surtout moi. C'est pas vrai en plus. Non, c'est pas vrai. Non, si c'est vrai, vous pouvez en parler à mon homme. Je me plains tout le temps, mais pour des petites choses. Elle a été transplantée de 2 poumons. Enfin, c'était une question de vie ou de mort pour elle. Elle l'explique, elle avait une capacité respiratoire de 20%. Cette histoire de paille, moi je trouvais ça incroyable. Sacrée image. Comme si on respirait à travers une paille toute la journée, en fait. Quand on entend quelqu'un qui a traversé des choses aussi terribles, ces choses qui nous font peur, finalement, on a honte de se plaindre. Mais bien sûr, moi j'ai honte. On a la sensation qu'il faut vivre quelque chose aussi terrible pour avoir votre optique. C'est-à-dire que moi, j'adorerais qu'on soit inspiré par vos vies pour se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? En fait, quand on est valide, on se plaint de tout. Et vous êtes des superwomen, des Wonder Woman, en fait. Et vous avez cette sensation qu'il faut avoir traversé quelque chose comme ça? C'est-à-dire? Je pense. Avant mon accident, je faisais de la sécurité routière, donc j'étais en contact quand même avec des personnes qui avaient perdu un proche, un enfant, dans un accident de la route. Et pour avoir côtoyé donc Florence, la maman de la jeune fille pour qui nous avons créé l'association, je me disais, mais c'est triste. C'est comment on peut vivre après la perte d'un enfant. Mais je pense que je m'en suis réellement rendu compte quand j'ai eu mon accident. Pourtant, c'était pas faute d'essayer, hein, mais on est dans notre train-train. Là, on en parle aujourd'hui, mais dans 2-3 heures, on sera en famille et du coup, vous reprendrez votre quotidien avec cette idée, bien sûr, avec les conversations qu'on a eues. Mais ça reste cérébral et théorique, vous voulez dire. Pour moi, après, je pense qu'il faut vraiment le vivre. J'ai réellement
pris conscience de la chance que j'avais d'avoir mes proches, famille, amis, et la conscience de la vie que je peux avoir aujourd'hui, quand j'ai eu mon accident. Avant, Pascal ? je n'étais pas consciente. Oui, Il est bizarrement fait, notre cerveau, quand même. On pourrait s'inspirer de ce genre de récit. Mais ça peut laisser quand même quelque chose. Hein. C'est-à-dire que même si, effectivement, il faut le vivre pour vraiment s'approprier sa vie de cette façon-là, avec cette intensité-là, on peut quand même apprendre quelque chose, même sans le savoir, au sens où, lorsqu'on va se trouver dans une situation difficile, eh bien, on va se souvenir quand même de ce qu'on a ressenti à l'écoute de ce genre de récit, et ça va nous donner de la force. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à saisir. Bon, moi aussi, C'est comme si on ouvrait une... En fait, j'ai l'impression que quand il arrive un grand malheur, comme ça, c'est comme si on avait accès à une porte de ressources à laquelle on n'avait pas accès et qui, en fait, est une porte interdite tant que le malheur n'est pas tant qu'on n'est pas au pied du mur, arrivé. quoi. Tant qu'on n'est pas au pied du mur. Finalement, c'est un peu la magie de l'être humain. Ça veut dire qu'on a des ressources qu'on ne connaît pas encore et qui nous tant aident. qu'on n'en a pas besoin de manière Ouais, c'est ça. on vitale. les exploite pas. Et c'est ça que j'ai découvert d'ailleurs avec mon accident. Hein. C'est justement l'autre côté de cette porte et les ressources qui pouvaient s'y trouver. Et j'ai vraiment découvert une autre personne. C'était moi, mais avec des ressources supplémentaires, comme si j'avais une deuxième personne en moi qui m'aidait et qui me disait maintenant tu te bouges, quoi. C'est fort comme image. Je vous dirais ici, une autre personne, parce que vous avez dit plein de fois, mais jamais de la vie j'aurais fait ça, ou jamais de la vie je serais... Exactement. Je suis à l'opposé de ce que j'étais avant. À l'opposé ? Complètement. Mais en quoi, par exemple ? Je me laissais porter par la vie. Je veux pas dire que je subissais ma vie, mais je me laissais faire, quoi. Ici, pas du tout. C'est moi qui dirige ma vie et rien ni personne d'autre. Bon, et ce qu'il faut, c'est que vous êtes des femmes de défi, et Alexandra aussi. Alors, son défi, c'est de faire quoi ? La traversée. C'est au bout du monde, donc c'est en Polynésie, Tahiti, Moorea à la rame, en aviron biplace, en double aviron. Alors, elle va partir avec ce garçon. Qui est son amoureux ? Non. Ah, qui le deviendra peut-être. Il va peut-être se passer un truc sur la traversée. Non. Alors, il s'appelle Mathieu. C'est un ami à elle et c'était son kiné. Parce qu'Alexandra, elle faisait donc 2 heures de kiné par jour pendant des années et des années. Ils sont devenus amis. Quand elle a été transplantée, il a commencé à lui faire du sport, parce que pendant des années, elle n'a pas pu faire de sport. Donc du ski, on la voit faire du ski, je trouve que c'est génial, quoi. Elle a quand même subi une opération qui a duré 8 heures, elle a eu 2 ans de complications, elle arrive maintenant à faire des randonnées à vélo, elle fait tout ce qu'elle veut. Et donc, je suis vraiment pas... Tiens, vas-y. Non, parce que Luc est le maître de la tablette. iPadologue. Exactement. Donc, 17 km. Alors, évidemment, ce sera très encadré parce qu'elle ne peut pas faire n'importe quoi. C'est un entraînement qui est adapté à sa condition physique. Ce sera le 5 août, cette traversée, le jour de l'anniversaire de Mathieu, parce qu'elle a voulu le remercier. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il est parti à Tahiti. C'est pour ça que ça se passe à Tahiti. Et il a ouvert un centre d'aviron là-bas. Elle y part 2 mois. Hein. Et alors, vous faites de l'aviron, donc pour elle, c'est quelque chose d'important, c'est symbolique. 17 km, c'est une traversée. Alors, c'est quand même une sacrée distance. Ouais. Ce qui est impressionnant, c'est suite à sa maladie. C'est ça. Nous, 17 km, c'est ce qu'on fait par entraînement, mais on n'a pas du tout les capacités respiratoires qu'elle peut avoir. Et je pense que là, il faut vraiment prendre en compte la personne qu'elle est aujourd'hui. Pour elle, c'est assez exceptionnel quand même. Parce que sa greffe d'organes des 2 poumons remonte à il y a seulement 5 ans. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pendant 2 ans, elle a eu d'énormes complications. Elle prenait 30 médicaments par jour pour ne pas faire de rejet. Donc, elle a eu des problèmes à l'estomac, elle a eu des problèmes aux reins, elle a eu des problèmes de diabète. Donc, elle a vécu 2 années très, très compliquées. Elle a toujours été extrêmement courageuse, une vraie battante. Et c'est en se donnant ce genre de défi qu'elle a réussi à sortir de tout ça, mais elle a encore une santé fragile. Elle prendra des médicaments toute sa vie. Et puis, il faut quand même savoir que les personnes qui sont atteintes de mucoviscidose ont une espérance de vie qui est quand même bien plus limitée que la nôtre, même si elle progresse de plus en plus. Maintenant, c'est, je crois, 47 ans. L'espérance de vie. C'est super jeune. Dans les années 60, c'était 7 ans, l'espérance de vie d'une personne atteinte de la Donc ça donne encore plus de valeur à son sourire Voilà. magnifique. Exactement. Et alors, j'imagine qu'elle ne le fait pas toute seule, elle a besoin d'aide.
Elle a lancé une campagne de financement sur... Participatif. Exactement. Alors, on mettra évidemment toutes les références sur le site de Mylène Vie. Pour l'instant, elle a récolté 4 000 €. Il lui faut encore 8 000 €. Mais elle est très optimiste. Elle pense qu'elle va réussir à obtenir la somme qu'il lui faut. Et puis, elle est évidemment sponsorisée par la Fédération d'aviron française. Donc, pour elle, c'est un premier défi. Ce sera une renaissance. Et elle a plein d'autres idées en tête. Je ne pense pas qu'elle va s'arrêter là. Elle va aller très, très loin, cette petite Mais élection. ça se voit. Il y a un tempérament commun. C'est une première étape, en fait. Oui, c'est exactement. Et je comprends l'importance de son kiné, en fait. Pendant 2 ans, en plus, on expliquait qu'elle avait eu des rechutes, beaucoup de médicaments, beaucoup de problèmes. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est l'être humain qui est lié au progrès. C'est ça. C'est exactement ça. Et là, il est lié au progrès et je pense que c'est une certaine façon de le remercier aussi. Elle veut remercier le kiné, elle veut remercier le donneur en faisant ça. Et puis évidemment, voilà, parler de la mucoviscidose et parler du don d'organes. Parce que même si aujourd'hui, voilà, depuis quelques mois, on est tous donneurs, parce qu'avant, il fallait dire qu'on voulait être donneur, maintenant, il faut juste dire si on ne veut pas être donneur. C'est la différence depuis le 1er janvier dernier. Mais pour elle, c'était important de montrer à quel point le don d'organes sauve des vies, en fait. Bon, en tout cas, on l'embrasse très fort. Oui. Alexandra. Et donc, j'ai cru que j'allais chanter une chanson de Claude François, là. C'est en le disant d'un seul coup. Alexandra. Alexandrie, donc, et alors, mon camarade Luc, tu vas nous parler là aussi d'un être humain qui a vécu une épreuve et qui l'a transformé, puisque c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Il s'agit de qui? Et je vais vous parler de Dorine Bourneton. Je ne sais pas si vous la connaissez. Dorine, en fait, c'est la seule pilote d'avion qui fait de la voltige et qui, en plus, est handicapée, paraplégique. La seule dans le monde. Dans le monde, d'accord? C'est une battante formidable. En fait, Dorine, en 1990, elle a seulement 16 ans, elle est passionnée d'aviation. Elle fait un voyage dans un petit avion à 4 places, en Haute-Loire, et l'avion s'écrase. Elle est la seule rescapée, tout le monde est mort, sauf elle. On la retrouve après 12 heures de recherche, elle n'a plus conscience de ce qui s'est passé, d'accord? Mais elle ressortira de cet accident, malheureusement, paraplégique. Et donc, elle décide que la fatalité, elle va continuer à essayer d'avoir sa passion pour les avions, depuis toujours. Mais ce qu'il faut, c'est que c'est un accident d'avion. Ouais. Et donc, elle remonte sur le cheval, quoi. Et c'est ça, c'est ça. Toujours. Et cette passion, elle l'avait de son papa, qui était un passionné d'aéronautique. Et donc, elle décide de se battre pour essayer de continuer à faire de l'avion. Et alors, en 94, elle se renseigne à droite à gauche avec son papa, elle est en fauteuil, et elle apprend qu'à Toulouse, chez moi, il existe comme par hasard, mais effectivement, c'est une grande ville d'aéronautique. Il existe des clubs où, en fait, il y a des avions spéciaux où les commandes sont uniquement au niveau des mains. Donc, elle se lance un premier défi, qui est d'obtenir son brevet de pilote. 1995, un an plus tard, elle a son brevet de pilote. Donc, elle se bat, elle a envie. Mais sa joie va être de courte durée. Parce qu'en fait, elle veut passer pilote pro. Et bien, elle apprend qu'en France, c'est interdit de devenir pilote si on est porteur de handicap. Même si on sait piloter. Même si on sait piloter, elle peut Quand on a le passer diplôme. dans la catégorie pro. Professionnel. C'est interdit. Deuxième combat. Elle décide de monter à Paris, comme on dit, parce qu'on est à Toulouse, on dit qu'on monte à Paris. Donc, et pour fonder et présider la commission des pilotes handicapés de l'Aéroclub de France. C'est une association. Elle le crée elle-même. Et elle préside cette commission. Elle se bat pendant 6 ans. Et au bout de 6 ans, l'arrêté ministériel tombe. Et à partir de l'année 2003, les personnes comme elle, porteuses de ce handicap, ont le droit de devenir pilote. Grâce à elle. Grâce à elle. Donc, elle a changé la loi. Elle a changé la loi. Première réaction, parce que c'est ce que vous disiez. Vous dites, alors, il n'y a plus de limites. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a vécu ce qu'on a vécu, à un moment donné, les limites, ça n'existe plus. C'est une certaine forme de reconnaissance du handicap aussi. Je pense qu'après un accident comme ça, on veut vivre comme tout le monde, quoi. Et on n'accepte pas des choses on qui nous paraissent interdise absurdes. des choses. Donc, qu'on ait une prothèse, qu'on soit en fauteuil ou quoi, on veut pouvoir faire ce dont on a envie. Et j'ai l'impression qu'en fait, on va surtout chercher ce dont on n'a pas le droit pour montrer qu'on peut. C'est un peu... Oui. Vous confirmez? Complètement. Dès qu'il y a un truc pas possible, si, ce sera possible. Mais c'est ça, je pense qu'on va pointer du doigt ce qui n'est pas possible pour montrer que justement, on en est capable et ça devient possible. Et là, elle va encore plus loin parce que du coup, elle permet à d'autres personnes de pouvoir devenir pilote en tant que personne handicapée. Et ça, c'est un sacré pas pour le handicap. Mais alors, Luc, elle ne s'arrête pas là. Parce qu'elle ne se contente pas de faire de l'avion. Non.
c'est pas n'importe quel type d'avion qu'elle fait. Et oui, parce qu'à partir de 2014, entre-temps, elle est devenue maman. Elle a aujourd'hui une petite fille qui a 10 ans. Donc vous imaginez aussi de faire ce métier-là où il faut s'entraîner très régulièrement. Et en plus, de s'occuper en fauteuil d'une enfant, quand même. Bon. Et donc en 2014, elle se lance dans la voltige. D'accord? Alors, vous voyez ce que c'est? C'est incroyable. C'est fou. Non, mais c'est dingue. Et voilà, non, mais c'est absolument dingue. Alors, toi, tu vas pas voir, mais c'est pas grave. Tu es puni. On te racontera. Donc, non, je ris. Et donc, regardez comment ça se passe. Donc, elle monte dans un avion. Alors là, elle est avec un instructeur, mais elle a le droit de piloter seule. Hein. Incroyable. Donc, elle est dans son avion. Et elle me disait, pour nous qui sommes dans cette situation de handicap, on sent plus ses jambes, on est bien d'accord. Et quand l'avion, comme ça, se retourne, eh bien, la difficulté, c'est que vous avez les jambes qui vous tombent sur la tête, si je puis dire. Elle dit, je suis comme un apesanteur. Et sans compter les jets, l'accélération que l'on prend, où on peut s'évanouir et tout ça. Donc il y a une maîtrise de soi et un travail de concentration qui est hors du commun. Enfin, très peu de gens peuvent faire ça. Donc en plus, vous avez les jambes qui vous tombent sur le nez. Alors il faut se sangler. Puis bon, chaque vol est différent. Tous les gens qui font de la voltige, les conditions météo sont particulières à chaque fois. Donc il faut une attention, une précision, une concentration de dingo, quoi. Et ce qui est fou aussi dans l'histoire, alors toi tu dis dingo, moi je dis c'est fou, c'est que cet accident, c'était un accident d'avion. Oui. Et qu'elle fait de la voltige où on a à chaque fois l'impression qu'ils vont se, qu'ils vont se scratcher. Donc c'est quand même très particulier. Je me retourne vers la psy. Pascal, comment ça s'explique? Il y a une surenchère dans le défi déjà, et puis, mais c'est assez fréquent que, en fin de compte, les personnes porteuses de handicap qui font du sport exercent justement le sport de leur déficience. Comme par exemple une personne malvoyante qui va exercer un sport d'adresse, ou une personne qui a été amputée qui va se diriger vers la course. C'est assez fréquent d'aller chercher justement là où ça bloque. Et puis aussi, je crois que le handicap, ça apporte un merveilleux esprit de contradiction. Je dis merveilleux parce que... C'est ce que je ressens depuis tout à l'heure, en fait. Vous avez dit provocatrice, même, tout à l'heure. Merveilleux parce que c'est un esprit de contradiction qui est dans le créatif, dans le productif, dans le positif. Mais très certainement. Mais c'est vrai qu'on est dans la contradiction, mais même avec nous-mêmes. Où il y a des fois où je pense qu'on aimerait bien se laisser porter et se dire c'est bon, j'ai eu un accident, je vais faire une petite vie tranquille, enfin voilà, je vais travailler, je vais rentrer chez moi, je vais faire des sudoku. Voilà, c'est ça, ou du crochet. Il est très bon au crochet. Je suis très crochet, attention. Mais non, pas du tout en fait. On va rentrer et même si on est fatigué, on va aller faire un entraînement, on va aller repousser encore ses limites et même encore 7 ans après et toi bien plus. On est toujours dans ce défi. Et alors, elle en est où aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, elle a plein de défis, on s'en doute bien. C'est une femme formidablement battante. Elle a tout plein de meetings où elle va faire des choses. Notamment, elle prépare le Bourget, quand même. Du Bourget en 2017, en juin prochain. Elle a tout un tas d'autres meetings. Elle fait des interventions dans les écoles sur justement le surpassement de soi et d'arriver à vivre ses rêves. Vivez vos rêves, c'est vraiment le message. Et puis, en dernier, ce que je voulais vous dire, c'est qu'elle a reçu la médaille de l'Ordre national du mérite, la Légion d'honneur en 2015, et puis, là, c'est le truc dont elle est le plus fière, depuis peu, en 2016, dans un petit village pas très loin de Saint-Étienne, une rue porte son nom, de son vivant. C'est hyper rare. De rue Dorine Bourneton. Très impressionnante, une femme inspirante. Dorine, bravo à elle. Merci Luc. Alors Émilie, tu vas nous parler de quelque chose qui concerne beaucoup de gens, puisque parmi les accidents de la vie, il y a aussi, on peut être frappé par une maladie, celle dont on parle tant, le cancer, et donc c'est quelque chose qui isole. Et donc, moi, j'étais touché de voir cette humanité partagée entre vous, de vous trouver des points communs. Il y a quelqu'un qui a eu l'idée de faire en sorte que les gens se rencontrent. C'est ça, exactement. Alors, elle s'appelle Céline Lise Raoux et elle a une histoire incroyable. Céline a été touchée par le cancer et eh bien, elle a décidé de ne pas accepter la fatalité. Et elle s'est dit... comment je vais faire en fait pour trouver des bons plans, des bonnes adresses, trouver des astuces pour m'accompagner dans la maladie? Alors d'abord, elle a commencé par créer un magazine et elle l'a créé avec une de ses meilleures amies qui était directrice d'une agence de communication dans la santé. Et ce magazine s'appelle Rose Magazine. Luc va nous faire le plaisir de nous montrer ce magazine qui est distribué quand même à 180 000 exemplaires. Il y a les assistantes de magiciens et il y a Luc. Exactement. L'assistant tablette. Luc, c'est notre assistant. Tablettologue. Rose Magazine, qui s'adresse donc aux femmes qui sont malades d'un cancer, qui
qui leur donne des bons plans, des bonnes adresses, et puis qui touchent à des sujets. Et qui parle de tous les sujets. Exactement. Qui peuvent être compris, parce que vous l'avez dit, en fait, j'ai la sensation d'être comprise par ceux qui ont vécu la même chose. C'est ça. Très important. Cet aspect de communauté et de pouvoir être dans le partage de l'expérience. Et c'est ce qu'elle voulait amener avec ce magazine. Et puis elle s'est dit, j'ai pas envie de m'arrêter en si bon chemin. Parce que finalement, le magazine, on n'est pas dans le lien humain, on n'est pas dans la solidarité, on n'est pas vraiment dans la rencontre. Et elle avait envie que les gens puissent se rencontrer. Alors, elle a créé une maison à Bordeaux. Et c'est un lieu unique en France où les malades réapprennent en fait à vivre et le goût de vivre tous ensemble. Et d'ailleurs, je vous propose de faire un petit tour du propriétaire. Alors, on va à Bordeaux dans la Maison Rose. La recherche médicale a beaucoup avancé et on survit de plus en plus du cancer. La société doit évoluer aussi et développer des structures pour accompagner les malades tout au long de leur maladie et aussi après. Ils sont bien. Donc ça a tombé. La Maison Rose, c'est une maison de vie qui accueille les femmes touchées par un cancer, tout type de cancer. Elles peuvent être en traitement ou après traitement. Je voulais ton truc pour les cheveux aussi. Hein. Ah oui, alors c'est génial. En fin de compte, je mélange l'huile essentielle de romarin. Ça fortifie le bulbe. Je mets de l'huile de ricin et de l'huile d'avocat et je masse. Je viens à la Maison Rose depuis un peu plus de 3 mois. C'est-à-dire dès le moment où j'ai commencé mon traitement. J'ai découvert que j'avais un lymphome folliculaire. C'est un cancer liquide comme la leucémie. Dès qu'il y a eu l'annonce de la maladie, je me suis dit ok, c'est bon, on y va. Et ben, je me battrai et je me bats. Les cheveux sont super beaux. Il y a 10 jours, j'ai eu un scan de contrôle. Il fallait vérifier. Ça marche, donc yes. Je veux les mêmes. Parce que moi, quand l'oncologue m'a dit ils vont rebousser frisés, je lui ai dit j'en veux pas des frisés. Je veux mes cheveux raides d'avant. Quand j'y suis venue la première fois, il y a eu une telle écoute, une telle attention, une telle bienveillance qu'au moment de partir, là, j'ai toute l'émotion qui est remontée. Je me suis mise à pleurer, quoi. Parce que je me suis dit, waouh, c'est fort ce qui se passe ici. Voilà ce dont j'ai besoin, quoi. À partir de midi. C'est un lieu pour réenchanter la vie et on le voit, il y a plein d'ateliers autour du plaisir, de la convivialité et puis les discussions surtout. On ne parle pas que du cancer ici. Et bien heureusement. Bon, ben, l'atelier maquillage de soirée va commencer. Yes. Les ateliers de beauté sont très importants ici pour préserver la féminité de chacune. Puis l'estime, la confiance qu'on a en soi. Je vous en prie, installez-vous. Le cancer, je me suis dit, c'est le moment de m'occuper vraiment de moi. Ce qui est important, c'est le blush. Ça, je fais comme vous m'avez dit. Le petit coup, juste là. Hein, c'est bien ça. C'est bien. Donc, prenez Il se trouve que depuis que mes cheveux sont tombés, depuis que mes cils sont tombés, je me dis il faut bien compenser d'une façon. Donc je vais mettre en avant ma féminité en me maquillant un petit peu plus. Donc j'ai besoin des conseils de Laetitia. Donc l'idée, c'est de rajouter un tout petit peu ici, voilà, et re-intensifier un tout petit peu ici, puis après vous allez le faire arrêter en douceur. Ok, j'ai l'air comme ça, mais il y a des moments difficiles. Hein. La chimio, c'est pas simple. Hein. Quand on vit les salles d'attente, les traitements, entrer dans une maison où on est accueilli, c'est déjà énorme. Des fois, on est fatigué, mais ça se voit pas. Des fois, c'est... Voilà. Et des fois... Ça Mais non, regardez, Corinne, vous avez rien mis ce matin, et les filles, elles l'ont pas vu. Donc... Miroir, dis-moi. Avec les traitements, notre physique change. On n'a plus la même image de nous. Donc, c'est de pouvoir continuer à se plaire. On le sait toutes, hein, si on se maquille, on se coiffe, on s'habille, déjà, ça va beaucoup mieux. Votre respiration est calme, profonde. Certaines femmes peuvent avoir eu une opération, donc leur corps peut être malmené. Et puis, il y a aussi la fatigue des traitements. Donc, le yoga leur permet de reconnecter avec leur corps et de se relaxer. On se voit la semaine prochaine, alors? Et hein? oui. D'accord? Oui. Je suis Sabrina, socio-coiffeuse et prothésiste capillaire. J'ai cherché un chapeau rouge, mais un vrai rouge, et je le trouve là. C'est de ce vrai rouge dont j'avais besoin. Et envie.
Besoin, peut-être pas. Envie. Super. Les filles, Ah oui. vous validez? On valide. Si vous validez, je pars avec. Super. Rentrer dans un magasin toute seule, essayer 50 trucs, au bout d'un moment, c'est un peu gênant. J'ai pas toujours envie. Ici, voilà, c'est convivial, on le fait en rigolant, en s'amusant, et il y a le regard des autres aussi, donc qui est plutôt toujours bienveillant. Super sympa. Vraiment Ouais, moi, très, très. Moi, entre les deux, mon cœur balance. Ouais. Donc c'est les deux. Après, il y a le airband aussi. Je suis actuellement en phase post-traitement. On n'a plus d'équipe soignante qui s'occupe de nous 24 heures sur 24, mais nous, on est toujours en reconstruction. Alors ça peut être une reconstruction physique, mais aussi morale. La Maison Rose, si elle pouvait s'aimer dans toute la France et au-delà, ça serait magique. C'est parce que c'est un lieu idéal dans ce genre de situation. C'est un fouf. Le bonus plus, quoi. Hein. Vraiment. Votre réaction? Pas de tabou, pas de jugement. Ouais. En fait, on se retrouve avec des personnes qui ont vécu la même situation. Et il y a peut-être des questions qui sont plus faciles à poser à une personne qui a le même vécu. Je sais que pour ma part, c'était plus facile de poser des questions un peu plus pointues, un peu plus particulières à un patient qui a eu la même situation que moi, qu'à un médecin qui va m'en parler parce qu'il l'a lu dans un livre, parce qu'il l'a appris, mais qu'il ne l'a pas vécu, qu'il ne l'a pas senti, qu'il ne l'a pas partagé. Donc on se sent compris de toute façon par quelqu'un qui a vécu quelque chose de similaire. C'est ça que vous ressentez? Je pense que oui. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que je veux faire le métier d'éducatrice. C'est la même chose. Pour continuer. Pensez que vous avez quelque chose à transmettre et vous avez une légitimité. Oui, des choses à partager. Et Pascal, on voit beaucoup de sourires, on s'y attend pas là aussi. On parle de cancer et on voit beaucoup de sourires et de rires. Parce qu'il y a des ressources qui sont activées tout d'un coup, et puis au lieu d'être dans la mortification de soi, on exploite tout ce dont on est capable, on met en jeu et en mouvement tout ce dont on est capable. C'est souhaitable et souhaité. Et c'est souhaitable, c'est souhaité et c'est extraordinaire. D'abord, c'est fou d'imaginer que ça n'existait pas et il y en a une en France, en fait. Il n'y en a qu'une seule en France et surtout, le succès est carrément au rendez-vous puisque depuis la création donc, qui a eu lieu le 1er février 2016, donc ça fait quasiment un an, plus d'un an, il y a 7000 personnes qui se sont rendues dans cette maison. Alors, dans ces 7000 personnes, ce sont majoritairement des personnes atteintes d'un cancer. La maison, même si elle s'appelle la Maison Rose, elle est aussi bien ouverte aux hommes et aux femmes, mais ce sont majoritairement des femmes qui s'y rendent. Et il y a aussi l'entourage. C'est-à-dire que tous les mercredis après-midi, on peut venir avec ses enfants, on peut venir aussi faire des ateliers en couple. Alors, des ateliers de quoi? Alors, il y a par mois, chaque mois, 130 ateliers avec 25 thématiques différentes. Ça va de la beauté au sport, à du coaching si vous avez envie de retourner travailler, à des aides administratives et juridiques. Enfin, vraiment, rien n'a été pensé au hasard. Et c'est un lieu de partage et il existe et il est légitime parce que c'est une femme, Céline, qui elle-même a connu les travers et puis les obstacles de la maladie. Et donc, elle sait ce dont les malades ont besoin. C'est ça qui est... C'est tout ce qui permet la reconstruction, en fait. Tous les ateliers, là. L'image que l'on peut avoir quand on se regarde dans une glace. J'ai passé un mois avec des bas de contention, un short hyper large, un corset... Et je pense qu'il y a un moment où, pour se reconstruire, il y a aussi l'image que l'on... C'est utile, mais il faut du futile. C'est ça, voilà. Il y a l'image que l'on donne, mais il y a l'image que l'on perçoit aussi. Et au-delà de la personne handicapée, on a besoin justement de ce moment où on va prendre soin de soi. Les cheveux, le maquillage, le vestimentaire. S'aimer, quoi, en fait. C'est ce que C'est ça. C'est moins... Retrouver aussi sa dignité. Et puis, pour avoir parlé avec Jenna Boitard, qui est donc la directrice de cette Maison Rose, qui est une femme avec une énergie incroyable, on l'a vu dans le reportage, c'est la elle est toute jeune, là, en plus, elle est toute jeune, et elle vous parle de ça en vous disant que certaines femmes ne sortaient plus de chez elles.
Donc, elles vont dans ce cocon, elles se savent protégées Et parce comprises. que, voilà, la parole est libérée. Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est, en fait, par moment, on n'ose pas non plus poser des questions ou même confier un mal-être parce qu'on a aussi envie de protéger son entourage qui subit déjà aussi la maladie, qui nous accompagne. Et donc, c'est compliqué aussi d'être décomplexé. Et parfois, il y a aussi des choses qui sont un peu toutes bêtes. Je vais vous raconter une anecdote qui m'a vraiment touchée, que Jenna m'a confiée. Marie est une femme de 55 ans. Elle se rend régulièrement à la Maison Rose pour boire un café ou boire un thé, parce que c'est vraiment un moment de convivialité. Et elle décide un jour de participer à l'atelier de coiffure. Et elle vient donc à l'atelier de coiffure avec sa perruque, puisqu'elle n'a plus de cheveux. Elle a perdu ses cheveux à cause de la chimiothérapie. Et ses cheveux, en fait, la perruque, la gratte, c'est l'enfer. Et elle confie ça donc à la petite dizaine de femmes qui suivent l'atelier avec elle. Et elle lui dit « Mais vas-y, enlève ta perruque, on est entre nous. » Donc elle enlève sa perruque. Et c'est vrai qu'elle a un tout petit peu de cheveux qui ont commencé à repousser. Elle a la coupe à la garçonne. Et toutes les participantes à l'atelier lui disent « Ah, mais t'es canon comme ça, avec tes cheveux. Tu devrais même pas mettre de perruque. » Et donc la morale de l'histoire, c'est que Marie est repartie avec sa perruque, mais à la main. Donc effectivement, il n'y a pas de tabou et on peut rire et il y a de la profondeur et de la légèreté en fait. À chaque fois, on s'en rend compte. Et donc ça s'appelle la Maison Rose et on peut y participer comment? On peut y aller comme ça? Alors, il faut prendre rendez-vous, c'est payant, c'est gratuit? Le truc magique, c'est que les ateliers sont entièrement gratuits. La seule chose, en fait, c'est que la Maison Rose demande une participation de 20 € annuelle pour, en fait, devenir membre de l'association Rose, puisque la Maison Rose est donc chapeautée par l'association Rose. Et à côté, il y a aussi le magazine Rose. Donc, vraiment, Céline, elle a créé un espèce d'ovni qui libère la parole sur le cancer. Et c'est très important d'être membre de l'association parce que plus il y a de membres dans cette association, plus l'association est entendue par les pouvoirs publics. Et là, je vous confie une petite nouvelle. Et c'est vrai que France 2, Mille et une vies, est vraiment touchée particulièrement par cette association, puisque l'association Rose a été extrêmement engagée, comme une autre association dont je vous avais parlé il y a quelques semaines qui s'appelle Life is Rose, qui est aussi pilotée par Nathalie Savario, qui est aussi une femme battante qui se bat en fait pour que les malades du cancer ne vivent pas dans la précarité, puisque la maladie, le handicap amène souvent la précarité. Eh bien, ces associations et ces femmes, elles se sont battues pour le droit à l'oubli. Le droit à l'oubli du cancer quand vous allez voir une assurance, une banque, et que vous puissiez bénéficier du droit à l'oubli et que vous ne soyez pas obligé de mentionner l'existence de la maladie. Eh bien, cette loi est entrée en vigueur le 14 février dernier. Moi, je voudrais vraiment tirer mon coup de chapeau à ces femmes qui sont hyper courageuses parce que non seulement elles ont subi des maladies, des obstacles que nous-mêmes, nous ne soupçonnons même pas, et en plus, elles se battent, et ce qu'on disait tout à l'heure, pour faire bouger la législation et changer la vie de quand même centaines de milliers de Français. Donc des épreuves extrêmement stimulantes qui provoquent la créativité, parce qu'en fait, à chaque fois, on raconte des histoires, alors on vient de le voir, de choses qui n'existaient pas. C'est-à-dire qu'on se dit, mais comment c'est possible que ça n'existait pas? Donc là, maintenant, il faut que ça se généralise un peu partout en France. Et puis la Maison Rose, c'est quand même du bon sens. Vu le nombre de cancers, il y a 385 000 personnes qui ont déclaré un cancer en 2015 en France. C'est énorme. Donc, ces lieux en fait, de rencontres, de partage, où on se donne des bons plans, des bonnes adresses et on s'apporte du réconfort, c'est essentiel. Je suis très fier que France 2 soit partenaire. Merci. Merci, Émilie. Merci beaucoup. Je vous remercie, les camarades. Merci, Pascal, pour vos éclairages, pour avoir donné une portée à ces témoignages. Et puis, merci beaucoup, Céline et Mathilde. Comment vous vous sentez? Très bien. Plus décontracté qu'au début? Oui. Bon, merci beaucoup. On a appris beaucoup de choses, effectivement, sur ces épreuves que vous avez vécues, qui, encore une fois, vous ont permis, en tant qu'être humain, de vous révéler autrement. Vous dites, je suis à l'opposé de celle que j'étais avant. Et donc, merci beaucoup. Merci pour votre authenticité, votre chaleur, votre douceur, et puis votre bonne humeur. Parce qu'on pourrait ne pas s'y attendre quand on traite ce genre de sujet, en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Retournez en Belgique, donnez-nous des nouvelles de vos nouveaux défis. Oui. Et puis, on va se tenir au courant aussi de tout ce qui vous arrive. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt sur France 2.
Demain, dans 1001 vies, nos invités nous raconteront qu'à force de courage, elles ont réussi à percer professionnellement alors qu'elles venaient d'un milieu plutôt défavorisé. Mon beau-père me disait « t'es une bonne à rien, tu vaux rien, tu finiras prostituée, etc. » Sylvie grandit au cœur d'une cité en banlieue parisienne. Son quotidien est teinté de violence. Il y avait de la drogue, les appartements sont horribles. J'ai failli mourir parce que quelqu'un a tiré des balles dans la cité et j'ai pris une balle dans la jambe. Mais un jour, la petite fille pousse la porte d'une bibliothèque et pour elle, c'est la révélation. Je me suis dit, avec les livres, tu vas passer les murs de la cité. Je me suis mise à lire tout Zola comme ça. Et ça m'a fascinée. Vous l'êtes écrivain, quoi. Née dans une famille de gitans, Laure doit très tôt se faire une place parmi ses nombreux frères et sœurs. Ma mère m'emmène devant un juge des enfants. Et là, elle dit au juge, gardez-la, c'est un abandon. À 16 ans, Laure tombe enceinte. Rejetée par sa mère, la jeune femme comprend alors qu'elle va devoir se construire une vie pour écrire son destin. J'ai une sœur qui travaille dans l'industrie et c'est le boom de l'intérim. J'ai 2 bras, j'ai 2 jambes, j'ai plutôt un cerveau bien fait et j'ai une volonté à toute épreuve.